Eh ben, bonjour à toutes et à tous. Donc aujourd'hui, premier live, ça y est, enfin, premier live du village du code. Et on va voir un langage de programmation qui est assez difficile pour pas mal de débutants. Et c'est totalement normal, à savoir le JavaScript. Et moi, ce que je vous propose de faire, c'est d'apprendre le JavaScript avec la pratique. Ça veut dire avec un projet, quoi, directement avec un projet. Et le projet, alors j'ai fait une petite maquette de l'objectif final de ce projet avant, le fait qu'il va y avoir 3 lives déjà, il va y avoir une série de 3 lives sur le JavaScript. Et le but, c'est qu'à la fin de 3 lives, on arrive sur un projet qui va ressembler à peu près à ça. Et ben ici, l'objectif, ça va être de faire en sorte que, on a un quiz et qui dit, bienvenue sur ce quiz, il sera composé de X questions. On va s'arranger pour qu'au début, il y en ait 3. Puis le but, c'est de dire, voilà, première question, imaginons quel est l'âge du capitaine. Et si je donne la bonne réponse, à savoir 42, nickel, ça passe à la suite. Et si la question numéro 2, quelle est la différence entre un pigeon? Et si moi je mets alors qu'en fait, c'est la longueur des pattes, enfin, surtout la gauche, voilà, petite blague de Coluche, et du coup ça s'afficherait comme une mauvaise réponse, hein, puis la bonne réponse s'afficherait en vert. Et le fait est que, donc l'objectif, ça va être, si la troisième question, si je réponds bon, à la fin, ça m'affiche le résultat qui me dit, j'ai eu 2 réponses sur 3 qui sont correctes. Voilà. Je sais pas ce que vous en dites, mais voilà un petit peu l'objectif final de ces 3 séances de live qui vont être donc cette semaine, qui vont être la semaine prochaine, toujours le vendredi à 14h30, et puis la semaine d'après, encore une fois, le vendredi à 14h30, quoi. Le truc, c'est qu'on ne pourra pas atteindre ça tout de suite. Hein. On ne pourra pas atteindre ça tout de suite dès cet après-midi, c'est impossible. Voilà. Le live va durer environ, j'ai envie de dire 1h30, 2h, et je pense que ce résultat n'est pas atteignable tout de suite parce qu'il y a vraiment plein de choses à savoir avant. Et c'est pourquoi je pense qu'on va essayer de s'arranger pour partir sur une logique, je ne sais pas si ça vous parle de MVP, quoi, de Minimum Viable Product. En gros, vous savez, pour construire une application, le plus logique, c'est de passer en se disant, ok, vous savez, on part dans une logique où on va tout faire l'application, tout faire, puis seulement à la fin, on va le proposer, à l'utilisateur, quoi. Un petit peu le principe comme si on avait une roue, puis après on commençait à mettre la deuxième roue, puis après on faisait juste la carrosserie, puis après on mettait les fenêtres, etc. Là, ok, pour une logique de production de voiture, yes, ok, ça marche, mais pour des logiciels, pour des applications, c'est mieux de raisonner autrement. Et la logique de raisonnement, c'est de se dire, ok, on va partir avec un skate, voilà, okay, mon application, il y a des fonctionnalités, on va s'arranger pour qu'elles soient là, mais de manière très simple, et puis après on va venir améliorer, puis ça va ressembler à une trottinette, voilà. Puis après, on va encore améliorer les choses et ça va ressembler à un vélo, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et moi, je vous propose de raisonner en faisant quelque chose de très simple pour aujourd'hui. Ça serait d'avoir un message comme ça qui dit, la même logique, un bienvenue sur ce quiz, donc 3 questions seraient posées. En fait, d'avoir une genre de boîte modale qui afficherait quel est l'âge du capitaine de la même façon, et puis où on va indiquer la réponse. Par exemple, on va dire la réponse numéro 1 c'est 42, la réponse numéro 2 c'est 101, etc. On va indiquer la réponse, etc. etc. Et puis on va répondre comme ça va être seulement à la fin, on va voir afficher 2 réponses sur 3 qui seraient correctes, quoi. Mais visuellement, je vous préviens, hein, on va faire quelque chose de très simple. Hein. Visuellement, on va ne toucher à rien. On va être brut de pomme aujourd'hui. Mais c'est pas grave parce que, voilà, dans la vie, il faut commencer par... faut aller petit, quoi. Voilà. Allez, go. Alors, comment on va démarrer ça? Moi, je vous propose d'abord de vous faire un petit rappel de ce qu'est le JavaScript. Hein, parce qu'on a tendance un petit peu à l'oublier, c'est con, mais c'est bien de se remettre en mémoire que le JavaScript, c'est un langage de programmation. Certes, mais c'est un langage de programmation qui est plus intéressant que les autres sur certains aspects. Pourquoi? Alors déjà, rappel de ce qu'est un langage de programmation. Hein. L'objectif, c'est de donner du contenu, c'est d'écrire du contenu sous un certain dialecte. L'objectif, c'est que, qu'un logiciel ou qu'une machine voit ce contenu et soit en capacité de l'interpréter, quoi, et de même exécuter les ordres que vous mettez dedans, quoi. Voilà, le but c'est d'avoir un robot et que ce robot vous communiquez avec lui dans un langage que lui peut comprendre et à la fin, lui il dit ok, bon d'accord, je fais ça et je fais ça et je fais ça et ainsi de suite, quoi. Voilà, c'est un petit peu ça un langage de programmation. Et c'est quoi l'avantage du JavaScript comme langage de programmation par rapport au PHP, au Python, etc. C'est parce que, vous voyez ça? Alors, attention, vous allez voir que je suis excellent en dessin. Voilà, donc on va imaginer que ça c'est un navigateur. Ouh, ouais, soyez pas bluffés. Hop, voilà, c'est un navigateur. Et ce navigateur, l'objectif c'est
comment dire, c'est par exemple Mozilla Firefox, ou alors, je sais pas moi, ou Google Chrome, voilà, ou Safari, peu importe quoi, on s'en fiche, un navigateur. Et le fait est que lorsque vous allez vouloir aller sur un site web, comme par exemple, je sais pas moi, imaginons qu'on veut aller voir la page de Wikipédia sur les poneys, voilà. Ce qui va se passer, c'est que au moment où vous allez taper sur cette barre d'adresse quelque chose, il va se passer que en fait, il va y avoir une requête qui va être transmise, quoi. Voilà, il va y avoir ici une requête. Et cette requête, l'objectif de cette requête, c'est de dire, ok, moi, je veux accéder à ce site-là. Je veux accéder à je veux accéder au contenu de ce site, quoi. Et puis, selon l'endroit où est localisé le site, est-ce que c'est sur votre machine en local, est-ce que c'est en ligne ou pas, il n'empêche que vous allez avoir ici un serveur et que ce serveur va mouliner et mouliner. Et en retour, il va vous retourner quoi? Il va vous retourner une réponse. Et cette réponse, elle va être en HTML. Voilà, elle va être en HTML. Et il se trouve que donc l'HTML, dès que vous avez un rendu visuel, quel que soit le site web, ça peut être, voilà, je peux dire wikipedia.org, mais même Google, même là, Excalibro, ce qui se passe, c'est que vous avez quelque chose en HTML qui est présent là. Vous avez quelque chose en HTML qui est présent, et il s'avère que l'HTML, on peut lui raccorder, voilà, à ce fichier HTML, à ce contenu HTML, on peut lui raccorder quoi? On peut lui raccorder des scripts en JavaScript, en fait, là-dedans. Dans cette réponse en HTML, on va avoir des scripts JS qui vont être raccordés. Et ça peut être cool. Pourquoi? Parce qu'au moment où la réponse en HTML va être obtenue par le navigateur, là, ici, une fois que votre HTML là, va produire du coup un site qui va dire par exemple, bienvenue les gens, etc. quoi. Une fois que vous avez votre HTML qui est affiché par le navigateur, parce que c'est ça l'objectif du navigateur, c'est de récupérer une réponse dans l'HTML, qui est un langage de structure, dans le but de concevoir des sites, quoi. Et ce qui se passe, c'est que au moment où l'HTML il est affiché, il y a un autre truc qui se passe, un double effet qui se coule, c'est que le JavaScript s'exécute. Pourquoi? Parce que dans tout navigateur, vous avez ce qu'on appelle un moteur, quoi. Voilà, dans le navigateur ici, vous avez un moteur JavaScript, et qui va détecter le JavaScript et qui va s'arranger donc pour l'exécuter, quoi. C'est pour ça là, dès que vous avez votre script JavaScript qui va venir être chargé par la page en même temps que l'HTML, le moteur JavaScript qui est présent dans le navigateur va se dire ah cool, je vais en profiter, je vais exécuter ce script, quoi. C'est comme ça que ça se passe. D'ailleurs, pour la petite anecdote, le moteur de JavaScript sur Google Chrome s'appelle le V8, quoi. Voilà, mais on fout, mais c'est un petit détail comme ça. Donc là, voilà, j'ai mon JavaScript. Donc qu'est-ce que je viens de dire à l'instant? Je viens de dire que donc il faut une page HTML. Voilà, il faut en fait du contenu en HTML. Vous vous souvenez, on transmet une requête à un serveur et notre serveur il répond en HTML. Donc la meilleure manière d'avoir un site web de manière très simple, c'est l'HTML, quoi. Donc qu'est-ce qui va se passer? C'est que moi, je vais venir créer un nouveau dossier sur ma machine et puis je vous propose de créer mon premier site web, quoi. Incroyable. Tiens, je vais l'appeler Live Quiz 1. Voilà. Quel incroyable nom. Donc ça va être un dossier sur ma machine. Et le truc, c'est que pour coder dans un langage de programmation, on va avoir besoin d'un outil en tant que développeur. Et cet outil, c'est un éditeur de texte. L'éditeur de texte le plus intéressant sur le moment, après à voir ce que vous en pensez, mais c'est Visual Studio Code. Voilà, Visual Studio Code, vous avez même un petit bouton qui va vous proposer de le télécharger. Et l'avantage, c'est que quel que soit le langage de programmation que vous allez employer, vous allez avoir visuellement le code qui va être coloré d'une certaine manière et qui va nous permettre à nous d'écrire les choses dans un langage de programmation, parce que vous savez que vous allez écrire dans une autre langue un petit peu, quoi. Et ça va venir nous faciliter l'écriture de cette autre langue, quoi. Et donc, Visual Studio Code, ça ressemble à quoi? Je vous propose d'ouvrir un Visual Studio Code, et puis quand vous l'ouvrez, vous allez tomber sur ce genre de choses ici. Vous allez tomber là-dessus. À voir si vous l'avez en français ou pas, mais il n'empêche que quand vous allez cliquer sur Fichier ou File, vous avez un truc qui s'appelle Open Folder. Nous, on va venir ouvrir le dossier. Nous, on va venir ouvrir un dossier. Je vais venir ouvrir le dossier que je viens de créer à l'instant dans ma machine. Et ce que je vais faire, c'est que, forcément, si je veux faire du JavaScript, la manière la plus simple, ça reste de donc créer un fichier en HTML. Et le premier fichier qu'on crée en HTML, c'est le fichier index.html. Voilà. Donc l'HTML, il y a une base minimale qu'on doit respecter pour l'HTML. Et cette base minimale, c'est ça. Alors, je ne sais pas si vous en avez déjà fait. Sinon, je vous recommande d'en faire. Mais une page HTML, ça fonctionne avec des balises. Voilà, avec une balise ouvrante
et une balise fermante qui porte le même nom. Et on comprend que tout ce qu'il y a à l'intérieur, bah, ça va être du contenu. En fait. Ça va être du contenu qui va être interprété selon bah, le type de la balise ici. Et on sait que bah, de base, certaines à respecter qui sont celles-là. Quoi. Une balise head qui va être sur l'entête de votre page. Par exemple, ici, je sais pas, moi, je vais l'appeler application de quiz. Voilà, allez. Incroyable titre. Et puis, on va avoir besoin aussi d'une petite balise méta. Voilà, une petite balise méta UTF-8. Nickel. Cette balise, qu'est-ce qu'elle fait, la balise méta UTF-8? Eh ben, est-ce que vous savez ce qu'est l'UTF-8? L'UTF-8, c'est, vous savez, l'ordinateur, eh ben, lui, il communique quoi? Avec bah, des 1 et des 0, et des 1 et des 0, et des 1 et des 0. Ce qu'on met en place en informatique, c'est ce qu'on appelle des jeux d'encodage. Voilà, table de caractères. Voilà, table de caractères. Des tables d'encodage, peu importe, quoi. Et l'objectif, ça va être juste de dire, bah, par exemple, si je fais 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, bah, je sais pas, peut-être que ça va se traduire par un A, etc., etc., quoi. Ce jeu d'encodage, là, il y en existe plein, mais le plus connu, c'est l'UTF-8. Et pourquoi? Et bien parce que l'UTF-8, là-dedans, eh ben, on a tous les alphabets humains qui sont disponibles. On a tous les caractères spéciaux, par exemple, de la langue française, à savoir bah, les accents aigus, les accents graves, etc. Ça, c'est pas présent dans toutes les langues. Hein. Par exemple, on a aussi les caractères russes. Voilà, c'est d'actualité. On a, bref, on a tout dans ce truc UTF-8. C'est comme ça, au moins, on sait que à mon site en HTML, quand je vais venir écrire du contenu, je sais que si j'ai des accents aigus, des accents graves, je vais pas avoir de petits bugs comme, je sais pas, si vous êtes aussi vieux que moi, bah vous avez peut-être consulté un site web et vous êtes tombé sur des caractères spéciaux un petit peu dans ce genre-là, ici, là. Je sais pas si ça vous parle, mais au lieu de lettres, en fait, on voit que à la place d'une lettre, vous avez un caractère spécial comme ça, quoi. Parce que bah, il comprend pas. Ça veut dire qu'à la place de l'accent aigu, si on n'utilise pas le UTF-8, et ben lui, il va pas comprendre ce que c'est et il va venir nous mettre ça, afficher ça pour l'utilisateur à la place, quoi. Et nous, on veut éviter ça. Et c'est pour ça que là, cette petite balise ici, qui est la balise méta. Bref. Et là, une dernière balise, c'est la balise body. Et là, on a vraiment la base de l'HTML, mais la archi-base. Et vous allez voir que quand j'ouvre cette page HTML, quand je l'ouvre avec un navigateur, je vais avoir quoi? Ben, je vais remarquer que j'ai rien comme contenu. Par contre, là, ici, là, j'ai peut-être rien comme contenu, mais ma balise title, là, ici, avec vous voyez, entre ma balise title ouvrante et ma balise title fermante, bah, le application de quiz, il est venu se mettre ici. Ok. Et donc, ma balise body, c'est ce qui va être chargé dans le corps de ma page. Vous savez, le corps de ma page, c'est ça, là, ici. Et il s'avère que bah, la meilleure manière, la plus simple en tout cas, à la base, pour venir charger eh ben, des scripts JavaScript, c'est de venir positionner une balise. Cette balise script, vous voyez ce moment où je viens foutre un crochet, là, où je viens de dire, bah, moi, je veux accrocher un script JavaScript. Et ben, la meilleure manière, c'est ici, là. À la fin de mon body, ça va être de créer une balise script. Et cette balise script, de le préciser, pardon, un attribut. Cet attribut, c'est de dire, bah, moi, je vais venir charger un fichier que je vais créer à côté de ce fichier HTML. Et ce fichier, je vais l'appeler app.js. Hop. Et ce fichier, je viens le créer. Et est-ce que vous avez remarqué que selon l'extension, vient se passer quelque chose, c'est que eh ben, Visual Studio Code, il détecte que c'est du JavaScript là. Voilà, là on a du JavaScript. Et le fait est que on vient de faire exactement ce que j'ai expliqué tout à l'heure, à savoir, bah, j'ai une page HTML et je viens lui accrocher un script JavaScript. Comme ça, au moment où cette page allait charger, eh ben, vous avez le JavaScript qui va être analysé et interprété par le moteur présent dans chaque navigateur, quoi. Maintenant que ça c'est fait, la première chose, ça serait d'afficher un message là ici. Ça serait cool, hein. Parce que là, actuellement, si je regarde ma page là, eh ben il se passe rien du tout. Moi, j'aimerais bien afficher un message, quoi. Et donc pour afficher un message à l'utilisateur, bah, comment ça va se passer? Ben, il va y exister quelque chose là, quelque chose qui s'appelle alerte. Voilà. On va mettre alerte ici et des parenthèses. Et dans ce alerte, entre les parenthèses, on va venir y mettre quoi? On va venir y mettre une valeur. Voilà. Une valeur. Et moi, la valeur que je veux mettre, bah, si je regarde un petit peu eh ben, ma maquette, quoi, la valeur que je veux mettre ici, c'est un texte, c'est une portion de texte. Moi, je veux afficher bienvenue sur ce quiz. Ça serait cool d'afficher ça, là. Une boîte avec bienvenue sur ce quiz. Et cette portion de texte, là, bah, cette portion de texte, c'est quoi? Bah, c'est une donnée. Parce que tout langage de programmation joue avec quoi? Et ben, tout langage de programmation va jouer avec des données. Des données, quoi, des informations. C'est là où ça va jouer, les langages de programmation vont venir eh ben, un petit peu s'amuser avec tout ce qui est information, quoi, données.
Voilà. Et en JavaScript, une donnée, ça s'appelle une valeur. Voilà. Et il se trouve qu'une valeur, eh ben, il en existe plusieurs types. Voilà. Donc en JavaScript, voilà, toute donnée s'appelle une valeur. Toute donnée, c'est une valeur. Et il existe plusieurs types de valeurs. Par exemple, les portions de texte. Les portions de texte qu'on appelle chaînes de caractères. Voilà. Et les chaînes de caractères en anglais, ça se dit string. Voilà. Et le fait est que si on veut pouvoir afficher comme ça, donner, jouer avec une valeur comme ça en JavaScript, avec une valeur de type portion de texte, eh ben notre objectif c'est qu'on va venir mettre ça entre guillemets. Donc ça veut dire que moi si je veux venir ici faire un coup de bienvenue sur ce quiz, eh ben je vais pas mettre bienvenue sur ce quiz en brut comme ça. Non, je vais venir l'entourer de guillemets quoi. Je vais faire quelque chose comme ça, je vais venir l'entourer de guillemets ici. Et ben je vous propose de le mettre ce bienvenue sur ce quiz avec les guillemets dans le message d'alerte. Si je viens faire bienvenue sur ce quiz, voilà, et on peut mettre un petit point virgule à la fin, parce que chaque ligne, chaque instruction que l'on va mettre dans notre script, là, et ben, ce qui va se passer, c'est qu'on aime bien le terminer par un point virgule en JavaScript, voilà. Il y a des conventions, et cette convention, c'est de mettre un point virgule, quoi. Et ce qui va se passer, c'est que, est-ce que quelque chose va changer? Et ben, moi, je vous propose de recharger ma page HTML que j'ai créée, là, et si je la recharge, je vais voir cette fois que j'ai une fenêtre qui s'affiche et qui dit « Bienvenue sur ce quiz !» Waouh! Incroyable! C'est un truc de malade! Et ce qui va se passer, c'est que je peux en afficher autant que je veux des messages d'alerte. Parce que vous voyez que quand je clique sur OK, et ben après, il n'y a plus rien. Ouais! Et ben, ici, si je prends mon message d'alerte, et puis que je viens mettre d'autres messages, comme par exemple ici, vous voyez, si je viens faire un coup de « Coucou! Tu veux voir ?» Point, 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 point. Voilà. Qu'est-ce qu'il veut voir? Bah ça, c'est une bonne question. Vous voyez que si je mets plusieurs messages d'alerte comme ça, qu'est-ce qui va se passer? Et ben là, ici, ça va faire en 1, bienvenue sur ce quiz. En 2, coucou. Et en 3, tu veux voir, point, 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 point. Qu'est-ce que ça signifie? Eh ben, ça signifie que dans notre programme, chaque ligne qu'on met, vous voyez que ça s'exécute, eh ben, de haut en bas, quoi. Voilà, ça s'exécute à la suite. En gros, quand vous allez coder, vous allez mettre des lignes, et ces lignes vont venir s'exécuter une par une, quoi. Ça va être ça le principe. Vous voyez, le coucou, tu veux voir. Vous voyez, imaginez que moi j'ai envie que ça soit un message que j'ai envie de transmettre plutôt aux développeurs, parce que actuellement, ce message s'affiche à tous mes visiteurs de mon site, là, ce bienvenue sur ce quiz, pardon. Et le coucou, et le tu veux voir, imaginons que je veux en faire une blague pour le développeur, quoi, pour dire hey, coucou développeur qui est sur mon site là. Voilà, tiens, je vais même le préciser ici. Coucou le développeur, tu veux voir Eh ben, ça serait bien que ce message pour le développeur soit communiqué d'une autre manière, sans que le visiteur lambda du site le voit. Et ça, c'est possible, eh ben, à la place, en remplaçant le message d'alerte, là, en remplaçant le alert par console.log, eh ben, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez voir qu'en faisant ça, eh ben, hop, si vous actualisez votre page, il y a toujours le bienvenue sur ce quiz qui s'affiche parce que c'est un message d'alerte. Et c'est alerte. Quand je vais cliquer sur OK, et elle est où la suite? Eh ben, j'aurais été tenté de dire quelque chose, mais je vais me retenir. À la place, je vais faire un clic droit, inspecter. Et puis, quand je fais un clic droit inspecter, vous voyez, dans ma fenêtre, là, quand je fais un clic droit inspecter, eh ben, il s'ouvre une boîte, là, ici, vous voyez, il s'ouvre plein d'onglets. Et il s'avère que, eh ben, il y a un onglet qui s'appelle console. Et quand on clique sur console, eh ben, les messages que j'ai mis là, les messages qui sont ici, eh ben, ils sont affichés là. Et c'est très intéressant parce que ça, on appelle ça la console du développeur. Ça permet d'avoir, vous savez, des indications sur le bon déroulement de votre script, quoi, de manière, on va dire, cachée, vite fait, hein, parce qu'il suffit de savoir qu'il y a une console du développeur pour dire de le voir, quoi. Et il n'empêche que c'est pratique pour se débugger, sachant que, comment dire, que le visiteur verra lui autre chose, quoi. Et donc, je vous avais dit que, ici, là, vous avez une portion de texte, donc c'est une chaîne de caractères. Et ces chaînes de caractères, vous voyez qu'on peut mettre des guillemets, mais on peut l'écrire aussi avec des guillemets, mais avec des apostrophes aussi. Donc, si ici je fais un bienvenue sur ce quiz comme ça, ça va marcher tout aussi bien de faire avec des apostrophes. On a aussi même le fonctionnement des backticks, en fait. Apostrophe diagonale, merde, je sais même pas comment ça s'appelle en français. Voilà, ça marche de la même manière, ça aussi ça fonctionne. Mais pourquoi on peut employer plusieurs façons différentes d'écrire? Regardez,
Si je fais ici, là, si je fais coucou le développeur, là, si je viens mettre à la place des guillemets, des apostrophes, ça marche tout aussi bien, quoi. Merde, mais comment ça se fait? C'est bête, hein, mais vous savez qu'en français, parfois on a des apostrophes dans notre texte. Et là, qu'est-ce qui se passe? Quand je mets une apostrophe, là, il considère que c'est la fin de mon texte, de ma portion de texte, là, c'est la fin de ma chaîne de caractères. Et ça, c'est bien emmerdant. C'est pour ça que, au moment où on se retrouve avec des apostrophes, là, c'est bien de se dire, ok, si mon texte a des apostrophes, alors dans ces cas-là, je vais venir y foutre des guillemets, quoi. C'est tout. Voilà. Et là, ça marche, là. Vous voyez? Parce que, le but, c'est juste de se dire que, si ce caractère-là qui vient, commencer la chaîne et puis fermer la chaîne, si c'est employé dans la chaîne en elle-même, on risque d'avoir des conflits, quoi. Sinon, la solution, mais qui est un petit peu embêtante, hein, mais la solution, c'est, imaginons, là, vous avez ce caractère, là, considéré comme une ouverture ou une fermeture de chaîne, et vous voulez éviter de l'ignorer, quoi. Enfin, vous voulez l'ignorer, vous mettez un anti-slash devant ce caractère, et il va comprendre que c'est ce caractère-là, en gros, il ne faut pas l'interpréter comme une fin de chaîne, quoi. Voilà. Et donc ça, ce sont les chaînes de caractères. Mais sachez que on peut aussi afficher des nombres. Par exemple, ici, si je mets console.log de 4, ou alors 3, parce que je sais que je vais avoir 3 questions, il s'avère que dans ma console, je vais bien voir ici 3, là, vous voyez que je vois bien le 3, quoi. Parce qu'on peut avoir aussi, donc on peut avoir ici donc des portions de texte, mais aussi on peut avoir des nombres. Voilà, des nombres. Voilà, et qui se dit en anglais incroyable. Number, voilà. Et les nombres, ça peut être quoi? Ça peut être des nombres à virgule, ça peut être des entiers, par exemple 7, ça peut être même des nombres négatifs, si je fais un coup de moins 12,23. Tout ça, ça marche, là, ici. Ça, ce sont des nombres, ça marche. Et je peux vous montrer que, quelle que soit la façon dont vous gérez, là, ici, vous voyez les chaînes de caractères ou les noms, vous verrez qu'on va pouvoir faire des calculs avec. Par exemple, si je veux, vous voyez, bienvenue sur ce quiz, vous savez qu'il y a ce truc où j'ai aussi 3 questions qui seront posées. Imaginons que j'ai un texte et j'aimerais y afficher un autre texte. Et puis les deux s'additionnent, quoi. Les deux s'additionnent. Et je vais tenter un truc. Si je fais ici un plus, puis que je fais 3 questions seront posées. Et regardez ce qui se passe là, ça va être incroyable. Si je fais ça, là, j'actualise, je vais voir quoi? Bienvenue sur ce quiz. 3 questions seront posées. Waouh! Incroyable! C'est un truc de dingue! Bah oui, parce que quand on a une chaîne de caractères, puis une autre chaîne de caractères, et une autre chaîne de caractères, nous, on est totalement libre de venir les additionner. Voilà. Ce qu'on appelle la concaténation. On va venir les coller les unes après les autres, quoi. Et voilà, c'est cool, hein? Voilà, c'est la concaténation. Et le fait que, donc on peut faire des calculs comme ça avec des chaînes de caractères, les additionner, tout du moins. Mais on a le même phénomène aussi avec les nombres. Par exemple, ici, si dans ma console, j'affiche, je sais pas moi, 3 plus 4 fois 2, qu'est-ce qui va se passer? Vous verrez que ça va afficher, 3 plus 4 fois 2, 4 fois 2, ça fait 8. 3 et 11, voilà. Incroyable, hein. On peut faire même des calculs arithmétiques comme ça avec des nombres, quoi. Alors, le fait que, vous voyez ce 3 questions seront posées, ce 3 là, en fait, il va être présent où? Il va être présent là, ici aussi. Il va être présent là aussi. Il va être présent là, le 3. Et puis là. Oh, il y a plusieurs fois dans mon programme où je vais avoir la même donnée, quoi. Et à chaque fois, on a la même donnée. Ce 3 là, qu'est-ce que je vais en faire? Ce 3 là, ça serait bien de l'avoir dans une sorte de boîte. Et cette boîte, à tout moment, j'aimerais retrouver la chose qu'il y a dedans, quoi. Un petit peu comme je sais pas, un genre de stockage, quoi, où j'aimerais récupérer, puis l'afficher. Voilà, récupérer les choses quand j'en ai besoin, quoi. Vraiment, un petit peu comme le principe où, vous savez, un petit peu comme ce principe où vous avez une boîte ici. Et puis cette boîte, elle a comme qui dirait une étiquette, quoi. Cette étiquette, par exemple, je vais l'appeler nombre questions. Voilà. Ça va être un joli nom. Ça va être nombre questions. Voilà. Imaginons que cette boîte, elle a cette étiquette-là. Nombre questions. Et nombre questions, comment dire, moi j'aimerais qu'il y ait une donnée là-dedans. Vous voyez, moi j'aimerais j'aimerais qu'il y ait en fait nombre questions avec une valeur, quoi. Imaginons, moi j'aimerais il y ait ici 3. Comme ça, mon objectif, c'est à chaque fois que je vais faire nombre questions, nombre questions, à la place s'affiche et affiche 3, quoi. Je vais faire un petit programme à côté pour vous expliquer. Hop, je vais l'appeler variable.
Et donc, dans mon truc variable, imaginons, moi, j'aimerais afficher comme ça, à chaque fois, la même donnée. Je vais faire quelque chose, c'est que je vais créer une variable qui s'appelle Pierre. Voilà, vous allez comprendre après. Et cette variable, je vais dire que dedans, je vais venir y stocker un présent. Voilà. Parce qu'en fait, mon objectif, c'est quoi? Ça aurait été d'afficher, ici, dans la console, d'afficher ça, là, comme ça. Présent, hop, présent, présent, présent. Mon but, c'est d'afficher, vous voyez, plusieurs fois présent, là, comme ça. Donc ça fait ça, là, vous voyez, présent, 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 présent. Que vous avez déjà vu le film R, voilà. Le film R, et ben, dedans, à un moment, ils sont tous à l'âge de pierre. Ben, à un moment, c'est tout le long du film, hein. Tous à l'âge de pierre. Et donc, se produit l'appel. Et l'appel se produit en mode Pierre, donne présent, parce que bah, ils tous Pierre, c'est l'âge de pierre. Ah, Pierre, présent. Bah, imaginons qu'on part là-dessus, là, en se disant qu'on est une boîte, là, et que cette boîte, ça serait, c'est con, mais ça serait Pierre, voilà. Et puis, bah, là-dedans, la valeur qui serait dans Pierre, c'est présent. Et ben, essayons de formaliser ça. Et ben, en formalisant ça, là, en voulant créer cette boîte de stockage, ce qu'on appelle une variable, puis cette boîte, on va lui donner un nom, c'est l'étiquette que je colle, là, ici. Vous voyez, cette étiquette que je mets à la boîte, là. Ben, c'est ça le nom d'une variable. Par exemple, cette variable, je vais l'appeler Pierre, là, comme son étiquette. Et puis la valeur, ça va être, vous savez, ça va être la valeur qu'on veut ici, là, qu'on veut ouvrir la boîte, quoi. Et ici, du coup, ça serait une chaîne de caractères, quoi. Et ben, ce qui va se passer, c'est que, eh ben, si je viens remplacer tous mes présents, là, ici, par Pierre, voilà, et ben, qu'est-ce qui va se passer? Et ben, dans mon programme, à chaque fois qu'il va tomber sur Pierre, il va y avoir un effet où il va dire ah, Pierre, ok. Bah, Pierre, il arrive et puis il fait ah, je sais ce que j'ai dedans. Présent. Puis après, console.log, Pierre. Ah, Pierre. Ah, ouais, j'arrive. Présent. Puis après, ah, console.log, Pierre. Ah oui, oui, je sais, oui. Ma valeur, c'est présent. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Voilà. Et du coup, ce que ça produit, c'est ça. Ça fait Pierre, présent, etc., etc. Et le truc, c'est que si je modifie ma valeur ici, et que je mets, bah, par exemple, en fait, c'est l'âge de Pierre, mais vous savez que aussi dans Re, toutes les femmes s'appellent Pierre aussi. On dit, bah voilà, en fait, là, comment dire, en fait, non, là, ce sont toutes des femmes. Bah, si je mets ici présente, eh ben, qu'est-ce qui va se passer? Bah, chaque ligne va venir s'exécuter, et à chaque fois, Pierre va être transformé par la valeur, à savoir présente, Pierre, présente. Voilà. Les variables. Et les variables, on peut venir y stocker tout type de valeurs, comme par exemple, eh ben, les chaînes de caractères, mais on peut y mettre des nombres. Comme par exemple, si ici dans mon programme, là, si j'enlève tous mes console.log et qu'à la place, je vais dire ici, là, vous voyez, 3 questions seront posées. Là. Si je veux connaître, tiens, je vais afficher dans la console d'abord le nombre de questions qu'il y a. Ben, je vais venir créer une variable, et en JavaScript, c'est avec le mot-clé let. Et dedans, je vais venir y mettre un nombre, à savoir eh ben, 3, parce que je sais que je vais avoir 3 questions. Et bien, si je fais un console.log de nombre questions, ben, qu'est-ce qui va se passer? Ben, le nombre questions va être analysé et traduit en sa valeur. À savoir, eh ben, si je vais recharger, pardon, dans mon index.html, si je reviens à mon script app.js, eh ben, il s'avère que là va s'afficher 3. Et ce sont donc les variables. Et les variables, ça se passe comme ça. C'est un petit peu comme des boîtes de stockage qui se mettent en place dans la mémoire à laquelle vous pouvez attribuer une valeur. Et une valeur, eh ben, ça peut être plusieurs types, comme par exemple les chaînes de caractères. Ça peut être aussi, eh ben, je vous l'ai montré, des nombres, mais il y a un autre type qui est intéressant à savoir, c'est le type booléen, quoi. Qu'est-ce que c'est booléen? Eh ben, en fait, c'est, vous savez, c'est quand il n'y a que 2 états, 2 possibilités. Soit vrai, soit c'est faux. Voilà, il n'y a que 2 options possibles. Voilà, 2 stades, il n'y a que 2 états possibles. C'est soit l'un, soit l'autre, il n'y a pas le choix. Si j'avais une variable ici, puis que cette variable c'était par exemple quiz commencé, imaginons, est-ce que mon quiz a commencé ou pas? Je ne vais pas mettre d'accent dans mes variables. Et bien ici, ça va se traduire, le vrai, ça se traduit par true en anglais. Si je disais bah faux, bah à la place c'était false, quoi. Regardez, si je fais un console.log de quiz commencé, tac, je fais un petit point virgule, et que eh ben, je regarde ici mon application, je vais voir que ça affiche true. Et puis si je modifie, puis qu'à la place je viens mettre false, il y a 2 valeurs possibles, hein. C'est que true ou false, quoi. Qu'est-ce qui va se passer? Eh ben ça va afficher false, quoi. Voilà, voilà. Les booléens, les nombres, les chaînes de caractères, on peut jouer en arithmétique avec les nombres, on peut additionner, ce qu'on appelle concaténer des chaînes de caractères. C'est déjà intéressant de savoir ça. En fait, vous avez vu plusieurs choses sans vous en rendre compte. Vous avez vu plusieurs choses très intéressantes. Vous savez, le phénomène de variable.
l'affichage des données à l'utilisateur, ce que l'on appelle l'écriture. Tout ça, là, en fait, ça vient se regrouper dans un concept qui s'appelle l'algorithmique. Ce qui est sympa avec l'algorithmique, c'est que c'est une logique à avoir, ce sont des choses à assimiler, et ces choses à assimiler, une fois qu'on les sait, eh ben, elles se répercutent sur sur la plupart même des langages de programmation. Ça veut dire que si eh ben, vous savez comment ça se passe une variable, si vous savez comment ça se passe de l'affichage, et ben après, si vous passez au PHP, si vous passez au Python, ça sera toujours la même chose, c'est juste la syntaxe qui va changer. C'est tout. Peut-être que ça ne sera pas ici console.log, mais qu'à la place, ça sera eh ben, print. On ne sait pas. Ça dépend des langages, mais quoi qu'il en soit, la logique qui est derrière de création de boîtes de stockage qu'on appelle des variables pour y mettre des données, etc., ce principe se retrouve dans la plupart des langages de programmation. C'est ce qui est intéressant. Bref. Et donc, nous y voilà. Là, maintenant, eh ben, on a bienvenue sur ce quiz. 3 questions seront posées. Je vais vous montrer un petit truc qui est sympa, c'est que si vous venez ici mettre un petit anti-slash, là, comme ça, là, un petit anti-slash n, eh ben, le n, c'est pour new line. Ça veut dire que bah, quand vous regardez votre message d'alerte, eh ben, vous allez voir que ça va faire, bah, ça va passer à la ligne. Incroyable. Donc moi, je propose d'enlever ça, là. Et ce que je vais faire, c'est que ici, moi, j'aimerais bien avoir ma variable. J'aimerais bien avoir ma variable nombre questions. Tout simple, on l'a vu. Hop, ici, de venir y glisser notre variable, en fait. Voilà, de venir faire plus. Comme ça va venir additionner cette chaîne de caractères, plus eh ben, le passage à la ligne, il y a un petit espace, plus données de cette variable, et plus eh ben, ce texte. Qu'est-ce qui va se passer? Ben, ce qui va se passer, c'est que ben voilà, ça va faire bienvenue sur ce quiz. 3 questions seront posées. Et si je sais que si je modifie ici le nombre de questions, eh ben, je vais avoir ici la variable qui va changer, quoi. Wouh! On est à fond les ballons! Les variables. Bon. Et ben moi, ce que je vous propose, c'est de continuer. Alors, parce que là, pour l'instant, on a fait un petit écran, c'est bien, mais ça serait bien de passer à la suite, là. On a fait que ça, nous. Et si on passait à la suite? Eh ben, go! Ben, je vous propose d'avoir ça, là. On va venir faire ça, là. Je vais essayer. Moi, je vais faire un message d'alerte, et puis je vais venir y glisser dedans mon texte. Voilà. Je vais venir y faire y glisser ce texte-là, qui est l'âge du capitaine, avec toutes mes données. Donc, je vais venir copier ça. Hop. Puis, je vais venir le mettre là. Et puis là, on se rend compte que bah déjà, ça fait de la merde. Bah ouais, parce que en fait, quand on essaye de passer, vous voyez, si on essaye de faire ça comme ça, là, non, JavaScript, il aime pas, là. En fait, si on essaye de mettre des guillemets, là, non, il va pas aimer. Mais il existe un caractère que je vous ai montré qui permet comme ça de s'arranger pour passer, d'avoir tout ce texte-là. Garde la mise en forme, là, vous voyez. Et ça va se passer avec le backticks, là. Le backticks, ça se fait avec la touche, alors c'est sur Windows, hein, mais ça se passe avec le Alt-GR et 7. Mais en mettant donc ce pardon, ce backticks, là, Alt-GR 7, bah, vous voyez cette fois que on n'a plus comment dire, Visual Studio Code nous râle plus dessus. Et vous voyez cette mise en forme là. Et bien cette mise en forme, elle va être gardée dans mon message d'alerte. Question 1 sur 3, quel est l'âge du capitaine? Zra, ça affiche, mon texte est bien mis en forme, quoi. Incroyable. Ok, donc là, vous voyez que ma question s'affiche. Mais ça ressemble pas exactement à ça, là, vous voyez, j'ai pas de quoi demander la réponse à l'utilisateur, là. C'est un petit peu embêtant, parce que moi, j'aimerais bien ici, vous voyez, que bah, demander la réponse, là, parce que j'ai une question, mais si l'utilisateur, il peut pas répondre, bah, ça sert à rien. Et ben, regardez, incroyable, regardez ce qui va se passer. Si ici, je transforme mon alerte en prompt, et ben, vous allez voir que mon message, cette fois, va changer. Hop, je vais avoir cette fois eh ben, ça qui va s'ajouter. Une prompt, hein, voilà, c'est une boîte modale qui va afficher un petit champ de formulaire qui va me permettre de rentrer quelque chose. Par exemple, imaginons, bah ici, je peux taper 1. Yes. Alors, on dirait qu'il se passe rien, c'est cool. Moi, j'aimerais bien pouvoir garder la réponse de l'utilisateur, là, parce que j'ai rentré quelque chose, je sais même pas ce qui se passe. Et ben moi, je vous propose d'afficher dans la console ici, et ben, ce que l'utilisateur a rentré, là, ça serait cool. D'ailleurs, le principe de demander une donnée à l'utilisateur, vous savez comment ça s'appelle? On appelle ça de la lecture. Voilà. Le fait de demander une donnée à l'utilisateur, eh ben, ça s'appelle lecture de données. Voilà. Ça, au moins, voilà, quand on dit on lit une variable, ça veut dire qu'on veut récupérer une donnée par l'utilisateur, quoi. Si on veut récupérer cette donnée de l'utilisateur, bah, le mieux, ça serait de le stocker dans quoi? Bah, vous me voyez venir. On l'a vu tout à l'heure, ce sont les variables. Et ben, je vais venir en créer une. Bah, si je fais un let
Et le nom de ma variable, ça va me permettre de déclarer une variable. Et cette variable, par exemple, je vais l'appeler réponse utilisateur. Je vais dire ici ma réponse utilisateur, dire que c'est égal à ce prompt là ici, qui va me dire bah, en fait, cette fenêtre modale, là, ce résultat que va entrer l'utilisateur, on va venir le stocker dans la variable qui s'appelle réponse utilisateur, quoi. Voilà. Et ben quand je fais ça, et qu'après je fais un console.log de réponse utilisateur, qu'est-ce qui va se passer? Eh ben il va se passer quelque chose d'incroyable. C'est que va s'afficher, hop, bah si je rentre ici, 1, si j'appuie sur OK, hop, ça affiche bien 1 dans ma console, là, vous voyez, on voit la donnée de l'utilisateur. Bon, et pour la petite anecdote, on verra comment arranger les choses tout à l'heure, mais en fait, l'utilisateur, là, il peut taper n'importe quoi. Hein. Ça veut dire que s'il tape ici easy, ou genre un truc du style youhou, voilà, bah, peu importe ce qu'il tape, cette boîte de stockage qui s'appelle réponse utilisateur, stocke la réponse utilisateur. Donc, en fait, ça serait bien de pouvoir vérifier si ça correspond à ce qu'on attend, quoi. Voilà, parce que vous savez, ma question, là, cette question, là, ici, la question 1 sur 3, en fait, ça serait bien d'avoir, savoir bah, la bonne réponse, en fait, vous voyez. C'est quoi la bonne réponse ici? La bonne réponse, c'est la réponse numéro 1. Donc, mon objectif, ça serait de dire, bah, écoute, si tu as tapé 1, alors, bah, tu auras bon, tu auras gagné. Si tu as tapé 2, et ben alors, tu auras faux. Si tu as tapé 3, alors, tu auras faux aussi. Voilà. Si tu mets la bonne réponse, alors ok, je t'affiche un message, mon gars. Mais par contre, si t'as mis n'importe quoi, non, je vais te dire réponse fausse. Vous voyez? Ce serait bien, là, ici. Et donc, on va venir, pour ça, là, on va venir utiliser un nouveau concept qui s'appelle condition. Les conditions, c'est quoi le principe? Alors moi, je vais vous parler un petit peu de conditions. La condition. L'objectif, c'est de fonctionner en mode, bah voilà, votre machine, vous êtes en face et vous dites, ok, si elle fait ça, alors tu fais ça. Si elle fait ça, alors tu fais ça. C'est comme ça que ça se passe, ok? Si ça c'est vrai, alors, hop, on vient faire ça. Voilà, c'est ça que ça dit. Si ça c'est vrai, alors je vais venir faire toutes ces choses-là. Comme par exemple, prenons le cas où, eh ben, on a Voilà, donc là c'est le bonhomme. Et le bonhomme, il aimerait bien faire un saut à l'élastique. Voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir lui attacher l'élastique, quoi. Mais il y a une condition là. Ok, voilà. En fait, il va y avoir une autre personne. Ah, cette autre personne, c'est, on va dire, c'est le mec, c'est le responsable. Hein, voilà. Voilà, on va lui mettre une petite casquette pour bien faire comprendre que c'est lui le responsable en chef de c'est lui le responsable en chef de ce saut à l'élastique. Donc lui, il arrive. Bonjour, je peux faire du saut à l'élastique. Ok. Donc le chef, il arrive, il dit, mais est-ce que tu as 18 ans? Parce que ce qui va se passer, c'est que, ok, si tu as 18 ans, alors dans ces cas-là, eh ben, ok, tu peux sauter. Voilà. Mais sinon, eh ben, non. Voilà. Vous voyez ce raisonnement-là? En fait, on va avoir besoin ici de dire, ok, est-ce qu'on peut interpréter comment ça? On peut dire, bah, si c'est vrai que, bah, comment dire, si c'est vrai que son âge est supérieur à 18, alors on peut dire supérieur ou égal à 18. Là, ici, si on dit bah, est supérieur ou égal à 18, alors, eh ben, tu peux sauter, quoi. Ça va être ça le délire, quoi. On va demander, est-ce que c'est vrai que ton âge, il est supérieur ou égal à 18 ans, quoi? Parce que, est-ce que t'es majeur, en gros? Oui, eh ben, ok, bah, tu sautes. Bah, sinon, bah, c'est mort, c'est niet. Interdit. Et bah, comment on va formuler ça en JavaScript, quoi? Comment ça va se passer? Eh ben, ça va se passer avec ici où on va avoir besoin de ce qu'on appelle des opérateurs. Des opérateurs de comparaison. Pour ça, là, ici, vous voyez, pour ces est supérieur ou égal, on va avoir besoin de une condition. Ça va se passer comment? Ben, on va avoir ici plusieurs choses qui vont se passer. Vous allez avoir votre condition, et puis votre condition, c'est par exemple quelque chose du style eh ben, l'âge qui est supérieur ou égal à 18 ans. Imaginons. On aurait quelque chose comme ça, là, où on dit supérieur ou égal. Et donc, vous voyez que cet âge et ce 18 là, ça, c'est ce qu'on appelle des expressions. Et on aura toujours comme ça, là. Pour venir établir la condition, on va avoir besoin de comparer quelque chose avec autre chose. Comme par exemple comparer l'âge avec une valeur, quoi. Voilà. C'est ça l'objectif.
Et vous voyez ce supérieur ou égal, bah, c'est ce qu'on appelle un opérateur de comparaison. Et cet opérateur de comparaison, eh ben, il en existe plusieurs. On a par exemple ce supérieur ou égal se traduit comme ça, là. Si je viens mettre juste un inférieur, on va venir comprendre que c'est strictement inférieur, quoi. Vous voyez? Si je dis, bah moi, non, je veux venir voir si mon âge est inférieur ou égal à 18 ans, bah c'est comme ça que ça va s'écrire. Ici, moi, je viens de dire, bah non, moi, ce que je veux, c'est comparer si l'âge est égal à 18 ans. Ça va s'écrire comme ça. Ou alors, non, si l'âge est différent de 18 ans. En gros, tout sauf 18 ans. Bah, c'est comme ça que ça va se passer. Vous allez avoir supérieur ou égal. Voilà. Mais vous allez aussi avoir bah, ici qui va être inférieur, strictement inférieur. Vous allez aussi avoir ici eh ben, inférieur ou égal. Vous allez avoir ici égal. Voilà. Et vous allez avoir donc le point d'exclamation égal qui signifie non, ça c'est différent d'eux. Et vous voyez qu'en venant jouer comme ça sur l'élément que vous allez prendre, comme par exemple si vous dites, bah moi, si je veux venir formaliser les choses et dire, bah ok, je veux venir considérer si l'âge était égal à 18 ans, bah vous voyez que si vous prenez ça là, si vous le mettez ici, bah vous verrez que vous allez écrire une condition, quoi. Et donc comment ça va se formaliser? Bah en fait, si on vient commencer à traduire ce si c'est vrai que son âge est supérieur ou égal à 18 ans, eh ben on va venir le traduire comme ça là. Par exemple, on va dire, bah, si on a une variable âge, eh ben alors on va faire un si âge supérieur ou égal à 18 ans, alors tu peux sauter et sinon non, quoi. Pourquoi on fonctionne comme ça? Moi, je vous propose de montrer dans la console, là, parce que cette console du développeur, elle est sympa parce qu'elle permet de tester des trucs. Regardez un petit peu. Si je viens ici faire 4 supérieur ou égal à 3, qu'est-ce qui se passe? La console, elle me renvoie. Si je fais. Ok, est-ce que 3 c'est strictement inférieur à 4? La console, elle me dit pareil. Vrai. Et bien, si je fais 7, 7 c'est égal à 8. Ah, elle va me dire. Non, ça c'est faux, là. Vous voyez? C'est ça qu'on vient chercher, vous voyez? En fait, dans le si, là, ici, dans ce si, là, on va s'arranger pour que, dans les parenthèses, la condition qu'on va écrire, là, ici, on va s'arranger pour vérifier si la condition est vraie. Et c'est pour ça, là, le délire, en fait. Quand on va venir marquer du style, bah, si âge égale 18, et ben, ce qui se passe, c'est qu'il va y avoir un calcul entre les parenthèses. Et va être affiché, donc, bah, si c'est vrai ou pas, et donc, le programme va venir s'exécuter. Comment ça s'écrit comme ça, comment ça s'écrit en JavaScript? Bah, ça va s'écrire comme ça. Parce que bah, si en anglais, ça se redit if. Bah, si vous faites ici un if âge, par exemple, supérieur ou égal à 18, et que vous venez mettre des accolades, alors vous verrez que ça, c'est la traduction du alors. Tout ce qui est entre les accolades, c'est ce qui va venir s'exécuter si l'âge est supérieur ou égal à 18 ans. Comme par exemple un message qui dit fais pas sauter. Et ben moi, je vous propose de prendre ce petit programme et de tester les choses. Je l'appelle condition.js. Mais le truc, que je crée une variable âge, et cette variable âge, on va dire que bah, de base, elle est égale à 20. Vous allez voir que lorsque je vais lier ce script condition avec, avec ma page HTML, c'est maintenant ce script qui va être lu. Et voyons ce qui se passe. Je regarde un petit peu dans la console et je vois que ça m'affiche tu peux sauter. Pourquoi? Eh bien parce que ma variable ici, elle est égale à 20 l'âge. Donc il arrive, parce que l'âge là est supérieur ou égal à 18, bah ouais, à cet instant-là, l'âge, ça vaut 20, donc je passe là. Et on peut venir ajouter un petit bout, qui est le else. Vous voyez, dans mon programme ici, dans Excel Hydro, j'ai marqué un sinon. En anglais, sinon, ça se dit else. Si je viens mettre ici un else accolade, ben, si mon âge pas supérieur ou égal à 18 ans, eh ben, il va rentrer dans ce truc-là. Là. Vous voyez, ça, il va venir exécuter tout ça si la condition-là, elle est vraie. Sinon, il va venir faire ça. Et ça, c'est quoi? Eh ben, un petit console.log qui dit ici, ben, par exemple, mais, voilà. Et là, vous allez voir que, ok, là, mon âge est égal à 20 ans, mais si, par exemple, j'essaye et que je mets 16 ans ici, eh ben, vous allez voir que, eh ben, ça va m'afficher, mais, alors, les conditions. Eh ben, les conditions, ça fait partie, encore une fois, de l'algorithmique, quoi. Ça veut dire que, si vous comprenez comment ça se passe une condition, vous savez que le jour où vous allez faire du Python et du PHP, etc., eh ben, ça va marcher aussi. Voilà. Eh ben, moi, je vous propose de voir un petit peu comment ça se passe sur mon truc d'application, là, ici. Ma condition, ça va être quoi? Je sais pas ce que vous en dites, mais moi, mon objectif, c'est de vérifier si la réponse de l'utilisateur
eh ben, elle est égale à la bonne réponse, quoi. Et ben, là, dans ces cas-là, on va afficher t'as gagné, sinon, eh ben, brut et nul, quoi, par exemple. Bah, regardons un petit peu. Comment je vais formaliser ça? Peut-être moi, je l'écrirai, là, vous voyez, si je regarde un petit peu mon programme, là, ici, je raisonnerai comment? Bah, en fait, je ferai un truc du style ici, si la réponse de l'utilisateur est égale à la bonne réponse, et ben quoi qui va se passer? Et ben il va se passer que, et ben dans ces cas-là, je vais afficher, mon but ça va être ici écrire, t'as gagné. Et sinon, bah, on va afficher plutôt on va venir écrire brut et nul, toi, brut et nul. Par exemple, c'est une idée comme ça. Bah, comment on formalise ça en JavaScript? Bah, venir prendre tout ça. Et on va s'aider de ça pour l'écrire, ce script. Je vais arriver, je vais prendre ce script et puis je vais remarquer qu'il me manque quelque chose, c'est le bonne réponse, vous voyez. Le bonne réponse, je vais en avoir besoin. Bah, après la question, là, ici, je vais venir faire un let bonne réponse. Puis je vais dire, bah, bonne réponse, c'est égal à quoi? La bonne réponse, ici, ça va être la réponse numéro 1. Et ce que je vais faire, donc, c'est que je vais écrire mon programme en JavaScript, hein, parce que ça ne veut rien dire du tout. Je vais l'écrire à la place en JavaScript. Là, ça s'écrit comme ça. If, réponse utilisateur. Et ben, est égal, on l'a vu, c'est les deux égales. On le sait maintenant. C'est les deux égales. Ben, c'est égal à la bonne réponse de la question. Ben, dans ces cas-là, je vais venir écrire dans la console à gagner. Et sinon, je vais venir à la place écrire quoi? Je vais venir faire un petit coup de brut et nul. Nous, on est poli avec nos utilisateurs. Hein. Alors là, maintenant que ça c'est fait, eh ben, regardons un petit peu le résultat. Je vais venir actualiser, donc je vais venir rebrancher mon app.js, parce que pour l'instant, eh ben, dans mon index.html, c'est condition qui était chargée. Je vais venir y rebrancher mon app.js, pour qu'il soit interprété, quoi. Ok, je vais venir recharger la page. Bienvenue sur ce quiz. C'est gentil, merci. 3 questions seront posées. Quel est l'âge du capitaine? Bah allez, si je rentre 1, vous voyez que ça m'affiche quoi? Ça m'affiche t'as gagné. Ouais, mais je sais. Je recharge mon script. Si je rentre 2, là, qu'est-ce que ça va me dire? Brut et nul. Oh, les salauds. Voilà. Le programme fonctionne. Bon, et ben mine de rien, notre programme, il avance. Hein. Moi, ce que je vous propose, du coup, c'est que, vous voyez, là, ma variable, là, bonne réponse, là. Alors, je vais venir copier, là. Je vais venir copier. En fait, je sais que je vais avoir 3 questions après, là. Vous savez, j'ai 2 autres questions. Bah, moi, je vous propose, fermez les yeux pour les gens qui ont déjà développé. Fermez les yeux temporairement sur ce que je vais faire, c'est pour expliquer. D'accord? Je vais venir copier, coller, parce que je me dis, enfin, il y a 2 autres questions. Allez, ça va être ma question 2. Ça va être ma question 3. Il y a quelque chose d'intéressant en JavaScript. Si vous venez mettre comme ça 2 slash, là, vous voyez, vous allez pouvoir écrire ce qu'on appelle des commentaires. Et des commentaires, ça permet d'écrire quelque chose, des informations qui ne seront pas interprétées par la machine, par le logiciel, comme par exemple le navigateur. En gros, c'est utile que pour nous, en tant que développeurs, comprendre les choses, on va dire, vous savez, quand vous tombez sur ce genre de code, et au bout de quelques mois, peut-être que vous allez vous dire, mais mince, je comprends rien. Les commentaires sont là pour nous aider. Là, je vais m'aider moi-même et je vais comprendre que ça, c'est la question 1. Hein. Puis je vais venir à la suite et je vais dire, alors ça va être le contenu de la question 2. Et puis ça, ça va être le contenu de la question 3. Donc là, j'ai ma question 1. Donc, il va y avoir quelque chose. C'est que quand je regarde ma question 2, il me dit, sur réponse utilisateur, là, on voit que c'est souligné. Pourquoi? Parce que je remets le mot-clé let là. Et ce qui se passe, c'est qu'on ne peut pas redéclarer une variable. Vous voyez? On ne peut pas redéclarer une variable. Une fois qu'une boîte de stockage a été créée avec une étiquette, comme par exemple réponse utilisateur, on ne peut pas la redéclarer dans son corps, là, ici, dans le corps de ce script-là. Non, c'est bon, c'est une seule fois et c'est normal. Comme ça, au moins, on sait que quand on fait Pierre, c'est toujours le même, enfin, c'est le même Pierre qui arrive, quoi. C'est ça l'objectif. On va venir juste donc enlever les lettres, quoi. Ce qui va se passer, vous voyez, quand vous allez faire ça, là, maintenant, ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir ce phénomène où, vous voyez ici la réponse utilisateur, là, la question 2, là. Ce qui va se passer, c'est que la valeur, la variable va changer. Ce qui veut dire que quand vous avez une variable, par exemple, quand vous avez une variable du style, vous voyez, réponse utilisateur. Là, quand vous faites réponse utilisateur, vous voyez que vous attribuez, vous affectez une valeur à votre variable. Mais vous, votre valeur, peut-être qu'elle va changer entre-temps. Parce que là, la réponse de l'utilisateur, c'est 2. Mais à la prochaine question, peut-être que la réponse de l'utilisateur, ça sera 3. Et sachez que c'est totalement possible de modifier au cours du temps la valeur d'une variable.
C'est de dire, bah, cette variable de réponse utilisateur, bah, quand on vient déclarer cette boîte-là, bah, on peut totalement directement lui mettre une valeur, mais c'est pas pour ça que la valeur va rester fixe tout le long du programme. On peut faire en sorte que cette valeur change au fur et à mesure. Et c'est ça qui est en train de se passer ici. Quand on vient, ici vous voyez, quand on vient faire réponse utilisateur est égal à prompt, et bien vous savez que, vu que ça s'exécute ligne par ligne, quand on va arriver ici, et ben réponse utilisateur va venir être affectée d'une nouvelle valeur, qui va être cette valeur de la deuxième question en fait. Et donc, et ben la bonne réponse ici, la bonne réponse de la deuxième question, vous savez que la bonne réponse, c'est Coluche qui me l'a dit, la bonne réponse ça va être la 3, et c'est pareil là, vous voyez que, qu'est-ce qui s'est passé là? Ben, ce qui s'est passé, c'est que le fait qu'on va avoir, vous voyez qu'on va avoir ce phénomène où variable comme ça change de valeur, et on a la même chose avec la bonne réponse là. Vous voyez dans notre programme, on a une variable réponse utilisateur, mais on a une variable bonne réponse. Et ben ça va être pour la question 1 par exemple que la bonne réponse c'est 1. Mais peut-être que pour la question 2 ici, la bonne réponse là pour le coup ça va être la réponse 3 par exemple ici. Vous voyez ce que je veux dire? Les valeurs de nos variables changent quoi au fur et à mesure. On peut faire changer tout le long de notre programme une valeur quoi. Comme ça, réponse utilisateur va changer au cours du temps. Et la bonne réponse, et ben ça pareil. En fait, ce qui va se passer, c'est que à ce moment-là, bonne réponse va valoir 3. Donc quand on va venir refaire la comparaison ici de la réponse de l'utilisateur avec la bonne réponse, et ben ça va être la réponse de l'utilisateur à cet instant T, à la dernière fois où on l'a tapé. Et la bonne réponse, ça va être la dernière fois où on l'a modifié. Parce que ça va plus valoir 1 à la place, non, ça va valoir 3. Et puis bah, je vous propose de faire la même chose avec la question 3 du coup. C'est-à-dire copier mon code, copier ma question là ici qui était qu'est-ce qui est jaune et qui attend. Ici donc c'est question 3 sur 3. Et pareil, donc là ici, vous voyez que ma mot-clé let, ça fait vraiment une déclaration d'une nouvelle variable, et comme elle existe, il va nous aller dessus. Et pareil, la bonne réponse là pour le coup, la bonne réponse pour cette question-là, c'est toujours la 1 quoi. Maintenant que ça c'est fait, eh ben, regardons ce qui va se passer. Ok, on a 3 fois le même code, promis, on va venir corriger les choses. Mais en attendant, il n'empêche que, si j'actualise, et puis que là, je mets quel est l'âge du capitaine? Bah, par exemple, si je rentre 42, ça me dit, t'as gagné. Wouh! Et donc, si je mets quelle est la différence entre un pigeon, et ben si je mets grrr, alors que je sais que c'est la longueur des pattes, surtout la gauche, bah, ça va me dire, brrr, t'es nul, parce que la bonne réponse, c'était la 3. Et qu'est-ce qui est jaune et qui attend? Et ben si ici, je mets par exemple un citron pressé, tiens, ou alors genre Homer Simpson, là ça va me dire toujours brut et nul parce que la bonne réponse, vous savez que la bonne réponse pour la troisième question, hein, c'était réponse 1, c'était Jonathan. Ok, est-ce que vous avez remarqué un petit détail, ce que bah, on répète, voilà, on répète 10 fois le même code, franchement c'est un petit peu, enfin on répète 10 fois le même code, non, JB, le Marseillais, non, 3 fois, on a que 3 questions pour l'instant. Mais justement, imaginons que vous ayez, je sais pas, 20 questions quoi. Imaginons que vous ayez 20 questions. Eh ben, ça va être super chiant, quoi. Vous voyez à chaque fois copier comme ça? Ah ouais, alors du coup, hop, je copie. Je colle, je colle, je colle, je colle, je colle. Et puis là, alors je dois modifier, je dois modifier. C'est mort. On va pas faire ça comme ça ad vitam aeternam. Non, c'est pas possible, quoi. Non, non, non. On va fonctionner avec 3 questions. Je me rappelle même plus le nombre de fois où j'ai fait mes CTRL-V, là. Vous voyez que si j'ai 10 questions, il faudrait que je copie-colle comme ça 10 fois mon programme, quoi. Et mais non, ça va pas être possible, il faudra passer par autre chose. Et en informatique, il existe ce qu'on appelle des boucles. Les boucles, c'est quoi? Ben, le principe des boucles, ça va être de répéter une suite d'instructions. Ça veut dire que plutôt que de le faire une seule fois, on va le faire plusieurs fois, quoi. C'est ça le délire. Par exemple, j'aimerais bien faire 5 fois la même chose d'un coup, quoi. Imaginons, tiens, je vais créer un programme boucle.js pour dire d'expliquer mon programme. Mon index.html, donc je vais venir lier avec mon truc de boucle parce que cette fois, nouveau programme, ça va être pour vous expliquer les boucles. Imaginez que vous avez un phénomène où vous aimeriez compter de 1 à 10, voilà. Vous aimeriez en fait afficher dans la console, enfin voilà, dire 1, 2, à chaque fois en fait vous prononcez à haute voix, votre objectif c'est de prononcer à haute voix, le décompte quoi, vous savez, par exemple c'est de faire en sorte que moi de 1 à 10, de 1 à 10 j'aimerais prononcer à haute voix quoi, ce décompte. C'est bête, hein, mais c'est idiot, mais j'aimerais juste faire ça. Ce serait de 1 à 10, ben, faire 1, 2, 3, 4, 5. M'arrêter à 10 de compter, quoi. Mais j'aimerais bien pouvoir faire aussi le sens inverse, faire 3, 2, 1, partez, quoi. J'aimerais bien faire ça, le 3, 2, 1, là. J'aimerais bien pouvoir compter dans un sens ou dans l'autre, quoi. Et ben, ce principe de décompte, et ben, c'est là où on va pouvoir utiliser les boucles
Ce décompte, là, vous voyez qu'à chaque fois, on refait toujours la même chose qui est prononcée à haute voix. Mais rien ne nous empêche, par exemple, de faire de 1 à 10. Et ben, par exemple, afficher la question, demander à l'utilisateur sa réponse. Voilà, ce serait une idée, quoi. Et par exemple, on pourrait s'arranger aussi pour demander, je sais pas moi, pour afficher si la réponse est bonne. À chaque fois, on peut faire ça. Ce serait bien de faire ça 10 fois, en fait. Très cool. Comme ça, si j'ai 10 questions, bah, je fais ça. J'affiche cette question-là, je demande à l'utilisateur la réponse, et j'affiche si la réponse est bonne, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et ça, en fait, on va pouvoir l'écrire d'une certaine manière. Cette manière, c'est quoi? Mon raisonnement, ça serait de dire, bah, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais compter. Je vais faire un compteur, en fait. Je vais dire, bah, moi, pour quelque chose, souvent ce quelque chose, on l'appelle i, ça va être une variable. Pour une variable i. Donc, pour une variable de, bah, par exemple, de 1 à 10, bah, moi, mon objectif, ça va être de faire quoi? Bah, ça va être d'afficher cette variable. Voilà ce que je vais faire. Comme ça, bah, cette variable, elle va avoir la valeur de 1, puis la valeur de 2, puis la valeur de 3, puis la valeur de 4, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, pour une variable de 1 à 10, afficher cette variable. Ok. Donc, moi, mon but, ça va être de dire, bah, j'ai une variable, j'aimerais l'afficher 10 fois. Dire 1, 2, 3. Comment ça va se passer? Alors, ça va se passer, tout bêtement, hein, en faisant comme ça. On va raisonner autrement que pour une variable de 1 à 10. Nous, on va dire, pour une variable qu'on va appeler i, parce que très souvent, une variable dans une boucle, on l'appelle i. On va venir découper notre boucle en 3 parties, en fait. On va avoir 3 parties. On va avoir, vous allez avoir le point de départ de votre boucle. Vous allez avoir quoi? Vous allez avoir la condition de continuage. La condition de continuage. Mais oui, je sais que c'est pas français. Et puis on va avoir ce qu'on appelle le pas. Et ben laissez-moi vous expliquer chacune des 3 parties. Ici, le point de départ, ça va être quoi? Bah nous, on va dire que le point de départ, c'est quoi? Bah quand je dis je veux compter de 1 à 10, le point de départ, c'est de 1. Nous, on va dire, bah le point de départ, c'est de dire, bah avec i qui est égal à 1. Voilà, jusque-là, tout va bien. Après, j'ai la condition de continuage. Cette condition de continuage, c'est de dire, bah jusqu'à quand je vais répéter tout ça là? Bah, en fait, je vais répéter tout ça tant que mon i va être inférieur ou égal à 10 en fait. Tant que mon i est inférieur ou égal à 10, et ben je vais venir faire cette condition de continuation. Enfin, je vais rentrer dans cette condition là, vous comprenez là? Le but c'est de dire, bah moi tant que j'arrive pas à 10, jusqu'à 10, et ben je continue quoi. C'est tout. Et le pas ça va être, vous savez de combien vous sautez. Est-ce que c'est plus 1 par exemple, bah, de 1, plus 1, 2, 2 plus 1, 3, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et bien le pas, c'est ici, on va venir le préciser. Dire que, moi je vais dire que mon i, mon pas, ça va être à lui-même plus 1, quoi. Et ben quand on va venir faire fonctionner comme ça, là, ici, en disant, bah, j'ai mon point de départ. Et puis je vais dire, tant que ça, là, je vais faire quelque chose. Et ben regardez un petit peu, si je formalise ça en JavaScript, vous verrez que ça sera un petit peu plus clair. Ici, je raisonne en me disant, bah ok, mon pour, comment on traduit ça en anglais? Bah c'est for. Et nous, on va avoir ici, entre parenthèses, ben, ces 3 éléments. Vous voyez ces 3 éléments que j'ai découpés là? On va venir les mettre ici, on va venir les séparer de point-virgule. Et donc moi, vous savez que je démarre de quoi? Je démarre d'un i qui est égal à 1. Hein, je le fais ici. I égale 1. Ça va être mon point de départ. Et moi, j'ai dit que je veux exécuter quelque chose, et ce quelque chose, ça va être quoi? Ben, en fait, je vais venir afficher dans la console. Tiens, je vais afficher juste je compte pour l'instant. Voilà, c'est très bien. Et ben ici, ça va être ma condition, là, vous vous souvenez, ma condition de continuage, bah, c'est de dire, bah, tant que mon i est inférieur ou égal à 10, alors dans ces cas-là, bah, je vais faire des trucs. Et ce i égale i plus 1, là, ce i égale i plus 1 qui va être mon pas. Qu'est-ce qui va se passer? Bah, quand on va venir dérouler ce programme-là, si j'ai mon i, et que mon i, eh ben, en fait, il est égal, vous voyez, j'ai mon i, là, qui est égal à 1. Au début, il démarre à 1, mon i, là. Alors, je vais regarder, là, est-ce que mon hop, vous voyez là mon i, est-ce qu'il est toujours est-ce que mon i là actuellement il est inférieur ou égal à 10? Ouais. Donc qu'est-ce que je fais? Bah donc qu'est-ce que je fais quoi? Eh ben, quoi que je fais, bah j'affiche un console.log de je compte. Et un console.log de je compte. Et puis qu'est-ce qui se passe? Et ben après tout ça là, je vais venir à chaque fois augmenter ma valeur de i de plus 1. Et ben vu que mon i il est égal à 1, il va être égal à lui-même plus 1, donc ça va être que mon i va être égal maintenant à 2. Voilà. Et donc, est-ce que mon i, là, c'est inférieur ou égal à 10? Bah oui, 2 est inférieur ou égal à 10. Alors moi, je vous propose de pas mettre 10, mais de mettre 3 pour dire de bien piger, là, et puis que ça soit moins long pour moi. Mais là, si vous regardez, là, ici, si vous faites un 2 inférieur ou égal à 3, bah oui, 2 est toujours inférieur ou égal à 3, oui. Et donc, bah, qu'est-ce qu'il va faire? Dans ces cas-là, il va rentrer dans la boucle.
Donc il va venir faire un console.log de je compte. Et puis après, il va faire i égale i plus 1. Donc qu'est-ce qui va se passer? Il va venir reproduire tout ça, mais avec une nouvelle valeur qui est mon i qui est égal à lui-même plus 1, donc 3. Et là, ici, je vais mettre quoi? Je vais retester, est-ce que 3 est inférieur ou égal à 3? Oui, c'est égal à 3, donc ça passe. Donc, je refais un console.log, je compte. Et puis, je fais un i égale ou i plus 1, quoi. Donc, je reviens ici, en fait. Et il va retester, là, cette fois, avec mon i qui est égal à 4. Est-ce que 4 est inférieur ou égal à 3? Non. Donc, qu'est-ce qui se passe? Que dalle! Voilà, je sors de cette boucle, je vais enchaîner la suite, quoi. Voilà ce qui se passe dans une boucle fort, quoi. Et le truc, c'est que bah, si après on vient rajouter un petit console.log en faisant bah, ici, si je venais afficher la valeur de i, à savoir mon compteur, bah, vous verrez que ici, s'afficherait dans la console quoi? Bah, s'afficherait 1. Et puis ici, s'afficherait dans la console quoi? Bah, s'afficherait 2. Et puis ici, s'afficherait dans la console 3, etc. Alors que là, bah, ça n'afficherait rien et c'est normal parce que on est sorti de la boucle, quoi. Et ben regardez, je vous propose de tester pour l'occasion. Si je viens ici, puis que je fais un coup de let i égale 1, là, vous voyez, si en fait, pour déclarer la variable i, hein, parce que sinon il va vous râler dessus. I est une variable, hein. Ça va être une boîte de stockage qui va stocker à chaque fois la nouvelle valeur, en fait. Et bien si j'actualise, je vais voir quoi? Bah, que ça me fait je compte 1, je compte 2, je compte 3, et ainsi de suite jusqu'à 10, quoi. Il s'arrête à 10. Et là, vous voyez qu'on peut faire un truc dans le sens inverse ici. Si je dis, bah moi, ce que je veux, c'est faire 3, 2, 1. C'est quoi mon point de départ? Bah, c'est i qui est égal à 3. Donc je vais arriver, et puis je vais faire ici i qui est égal à 3. C'est quoi ma condition de continuage? Ma condition de continuage, c'est jusqu'à ce que mon i qui est égal à 1. C'est ça mon objectif. C'est faire 3, 2, 1. Moi, je vais dire, bah, tant que mon i est supérieur ou égal à 1, eh ben, je vais continuer à g, puis c'est tout. Et puis là, mon pas, là, ça va être quoi? Est-ce que ça va être plus 1? 3, 2, 1. Non, à chaque fois, c'est moins 1. Je vais le préciser ici. I égale i moins 1. Voilà. Et bah tiens, ici, si on enlève le jeu compte et puis qu'on affiche juste ici console.log de i, si je viens à la fin, tiens, même en profiter à la fin de ma boucle, là, en sortant de ma boucle, là, mettre parfait, pardon, bah regardez ce qui se passe. Ma première boucle est exécutée, puis après est affichée 3, 2, 1, partez. Pourquoi? Bah parce que une fois qu'il est sorti de cette boucle, il continue la suite du programme. Imaginons qu'au moment de dire bienvenue sur ce quiz, là, quand on appuie sur OK, je veux que dans la console, ça fasse 5, 4, 3, 2, 1, partez. Voilà. Et ben, on le sait le faire maintenant. C'est quoi la condition de départ? C'est mon i qui est égal à 5. C'est quoi ma condition, condition de démarrage, quoi, de continuage, quoi? Et ben, c'est de dire, bah, j'arrive à 1, quoi. 5, 4, 3, 2, 1. Et puis, bah, moi, je vais faire quoi? Un i égale i moins 1. Comme ça, à chaque fois, je vais venir descendre de 1, quoi. Ben, si je fais ici un console.log, j'affiche mon i, là, puis qu'à la fin, je vais faire un petit feu. Voilà, 5, 4, 3, 2, 1, feu. C'est que dans ma console, va s'afficher 5, 4, 3, 2, 1, puis feu. Et puis, bah, la suite de mon quiz va s'afficher, quoi. Regardez un petit peu. Si je rebranche maintenant mon index.html avec mon app.js, si je recharge, bah, je vais voir bienvenue sur ce quiz, 3 questions se reposer. Attention, j'appuie sur OK. 53 feu. Et bon, ça le fait très rapidement. Il y a moyen de venir délimiter du temps, JavaScript, mais on n'y est pas encore. Et il n'empêche que là, plutôt que d'avoir du code répétitif, bah, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Plutôt d'avoir ce question 1, question 2, question 3, bah, on va pas se prendre la tête. Hop, effacer tout ça, là, pour l'instant. Et puis moi, je vous propose de mettre tout ça, là, vous voyez, tout ce truc. Moi, je vous le propose de le mettre dans une boucle qui se fait 3 fois. En faisant un let i égale 1, i est inférieur ou égal à 3. Comme ça, ma condition de départ, c'est de dire, bah moi, je veux afficher, je vais faire ça de 1 à 3, quoi. Je vais afficher ma question 1, ma question 2 et ma question 3, quoi. Hop. Et bah, je vais mettre ça, là, dans ma boucle. Là, maintenant que j'ai fait ça, là, vous voyez, maintenant que j'ai mis ça, là, réponse utilisateur, là, et tout ça, là-dedans, là, qu'est-ce qui va se passer? J'ai 3 fois la même question, en fait. Pas exactement ce qu'on veut, mais c'est un début. Alors, je vais venir recharger. Bah, regardez un petit peu. Si je recharge, là. Si je mets 2, ça me fait brut et nul. Ok, si je mets 1, ça me dit t'as gagné. Si je mets 1, cool. 3 fois la même question. Mais il y a du progrès, non? Déjà, on a éliminé une grosse partie de code, hein. Je sais pas ce que vous en dites, hein, mais
Bon, par rapport à tout à l'heure, là, on est venu chointer un petit peu le tout, là. Je crois qu'on se rapproche de quelque chose qui est plus propre, quoi. Moi, là, on sait que, eh ben, si j'ai 10 questions, je sais que je modifie à cet endroit-là, là, le 10. Allez hop, j'arrive, j'actualise, je sais que, eh ben, ça va me le demander 10 fois, là, cette fois. Donc, ça va venir se préparer par rapport au nombre de questions, quoi, vous voyez? C'est ça qui va être cool. Maintenant que ça c'est fait, là, maintenant que ça c'est bon. Ok, on va être un petit peu. Vous voyez, c'est bien, on a les mêmes questions là, ici, donc on répète 3 fois les mêmes questions. Vous avez remarqué le let ici, là? Le let, en fait, pourquoi en fait le let dans une boucle pour? Pourquoi ça recrée pas de nouvelles variables? Bah, c'est parce que ce qui se passe, c'est que, pour la petite anecdote qui est sympa, c'est quand vous arrivez à la fin de votre boucle pour, en fait, quand vous faites, à chaque fois que vous faites une itération, vous exécutez votre boucle pour là. À chaque fois que la valeur de i change, là, ce qui va se passer, c'est qu'il va effacer toutes les variables qui ont été déclarées avec le mot let dans la boucle. En fait, en gros, il va y avoir la variable réponse utilisateur et bonne réponse qui vont prendre de la place dans la mémoire, quoi. Et ce qui va se passer, c'est qu'arrivé là, tout va être effacé de la mémoire, puis il va venir recommencer la boucle et ainsi de suite, quoi. Et donc ces variables elles vont pouvoir être recréées et ainsi de suite, quoi. C'est ça qui est cool, ça permet de gagner un petit peu de place dans la mémoire. Mais le truc qui est un petit peu embêtant, c'est que on se retrouve avec la même question. Et comment on peut régler ça? Comment on peut faire en sorte de régler ça, quoi? Alors, il y aurait une possibilité, mais ça va vite nous gonfler, en fait. L'idée qui nous viendrait comme ça, là, sans connaître à notre niveau, on pourrait dire, bah ok, j'ai une boucle. Là, genre une boucle qui va de 1 à 3. Hop, puis après ici ça affiche genre console.log, question, etc., etc. Eh ben, comment on peut faire pour dire d'afficher à chaque fois la bonne question, en fait? La solution, ça aurait été d'avoir un let question 1 qui est égal à l'intitulé de la première question, donc un capitaine. Bon, le but, ça serait aussi d'avoir, juste après, bah, deuxième question. Question 2 qui dit ici quelle est la différence d'un pigeon. Voilà. Puis on a la question 3 qui dit, ici c'était qu'est-ce qui est jaune et qui attend? Jaune et qui attend. Bref, le but, ça serait de créer mes variables comme ça, et puis c'est possible d'avoir une condition dans ma boucle et de dire, bah ok, bah, ce que je vais faire, c'est que, bah, tout bêtement, c'est de dire, bah, si mon i, il est égal à 1, alors dans ces cas-là, bah, j'affiche question 1, vous voyez? Ça serait une idée comme ça, hein, mais, oh bordel, ça serait super chiant, quoi. Hop, c'est de dire, bah, sinon, si, ouais, c'est totalement possible de faire ça, hein. Totalement possible de faire un sinon si, ça s'écrit comme ça, quoi, etc., etc. Mais vous le sentez déjà d'avance. Moi, ça me. Oh, vas-y, je suis déjà fatigué là. Ouf, j'en ai déjà marre, j'ai que 2 questions. Comment ça va se passer quand je vais en avoir 17 ou 20 là? Bah, faut bien trouver une alternative là. Eh ben, est-ce qu'il n'y aurait pas moyen, plutôt que de créer plein de variables comme ça, là, qu'il n'y aurait pas moyen et une qui est composée de plusieurs valeurs? Ça serait cool en fait. Que plutôt qu'avoir la question égale âge du capitaine et question 2 égale âge du capitaine. Ça serait pas mieux d'avoir chose comme ça, là? En gros, d'avoir dans ma mémoire ici, ok, ce serait d'avoir dans ma mémoire ici, hop, le contenu de la question 1. Ça serait cool de faire ça comme ça, là, le contenu de la question 1, ici, ben, le contenu de la question 2, le contenu de la question 3, ça serait super chouette, quoi. En fait, de faire ça comme ça, puis de dire, bah moi, ce que je veux, c'est, voilà, ça serait d'avoir une genre de boîte de stockage, en gros, avoir eh ben, un truc qui s'appellerait cette fois ici bah, let question, et qui serait égal à contenu de la question 1. Donc le contenu de la question 1, rappelez-vous, c'est l'âge du capitaine. Le contenu de la question 2, c'est la différence d'un pigeon. Hop, ainsi de suite, et ainsi de suite. Je le fais en abrégé, hein, sinon on met l'intégralité de la question, vous vous en doutez, hein. Et le jaune est qui attend, petite virgule, ici, le jaune est qui attend, quoi. Voilà, ça serait bien d'avoir quelque chose comme ça, en fait. De pouvoir mettre plusieurs choses comme ça dans une variable. Totalement possible. C'est ce qu'on appelle tableaux. Voilà, les tableaux. Voilà, les tableaux qui, d'ailleurs, encore une fois, hein, en algorithmique, on a les variables, écriture, lecture, et puis bah, les tableaux, c'est quelque chose qu'on retrouve dans la plupart des langages de programmation. Donc si vous comprenez la logique une fois, et ben tout se passera bien pour la suite, quoi, des langages. Vous voyez en JavaScript, mais vous pouvez faire la même chose en PHP, en Python, quoi. Et ben ça, ce sont des tableaux. Et pour venir stocker les choses comme ça, on va venir mettre un crochet là ici, ouvrant, et un crochet fermant. Et vous voyez que ces virgules là, ces virgules,
Et ben, ça va permettre de séparer les valeurs. Comme ça, je vais comprendre, là, vous voyez, j'ai peut-être virgule. Et ben, je comprends que à chaque fois que j'ai une virgule, ça va être une nouvelle valeur. Et voilà. Et ce qui va se passer, c'est que mon tableau de questions, là, donc dans la mémoire, il va se passer ça. Vous allez avoir ici eh ben, l'âge du capitaine. Vous allez avoir ici l'âge du capitaine. Vous allez avoir aussi ici la différence d'un pigeon. Hop, et ici le jaune et qui attend, là. Voilà. Vous voyez? En fait, ça va se passer, il va se passer ça dans la mémoire, quoi. Vous allez avoir le stockage comme ça. Et ce qui se passe, en fait, mine de rien, c'est qu'en plus de stocker dans la mémoire, vous avez ce qu'on appelle un index. L'index, cet indice, il va nous permettre de retrouver la valeur qu'on veut. Et l'indice, ça commence, c'est le truc chiant, mais il faut le savoir, ça commence à l'indice 0. Ça veut dire que si, ici, mon tableau, là, vous voyez, si dans mon tableau, je venais ici, et ben faire un console.log de question de entre crochets 0, qu'est-ce qui va se passer? Et ben en fait, quand je vais faire un console.log de question de 0, et ben en fait, lui, il va venir chercher l'indice 0, vous voyez cet indice-là, il va venir chercher. Il va venir reporter la valeur qu'il y a, à savoir l'âge du capitaine ici. Et donc, c'est pour ça que dans la console va s'afficher âge du capitaine. Dans le même principe, si vous voulez modifier sa valeur, la valeur par exemple du dernier élément, là ici dans notre tableau, qui a l'indice 2, donc notre troisième élément, c'est l'indice 0, 1, 2, vous voyez, et ben à l'indice 2, quand vous allez faire un question 2 et que vous allez dire que c'est égal à, par exemple, qu'est-ce qui est jaune, en gros, quand vous allez venir modifier le contenu, c'est ça qui va se passer en fait. Vous allez venir modifier le contenu ici, là, en fait. Quand vous allez faire ça, le contenu, là, ici, ça va venir se modifier en qu'est-ce qui est jaune, quoi. En gros, ça permet d'avoir, au lieu d'avoir un question 1, question 2, question 3, question 4, question 5, toutes ces variables, super chiant, non, on va avoir un tableau qui va venir englober l'intégralité de ces valeurs, quoi. Maintenant, on a vu un petit peu comment formaliser ça, et sachez que ça marche tout aussi bien avec des nombres. Par exemple, imaginons que, allez, je joue au loto. Et puis le loto, c'est le chiffre 22, le 31, le 12, le 7, le 34 et le numéro complémentaire, j'ai dit le 60. Non, j'ai pas osé. 68, voilà. Et ben, si vous faites ça, là, comme ça, et ben, ce qui se passe, c'est que vous avez un tableau, là. Et puis, exactement dans le même délire, ici, vous allez avoir l'indice 0. L'indice 0 va venir se positionner valeur 22. L'indice 1 va venir se positionner la valeur 31. Voilà. À l'indice, 2 va venir se positionner la valeur 12. Et puis là, à l'indice 5, vous avez 68. Et notre tableau, il va s'arrêter là-dessus. Voilà, voilà. Et donc là, vous avez votre indice. Hop. Voilà. Et là, vous allez avoir votre valeur de votre tableau. Donc quand vous allez faire un loto de 1, avoir la valeur de 1 et ainsi de suite. Moi, je vous propose de prendre ce tableau et puis, tiens, de venir, tiens, juste par curiosité, afficher dans la console comment ça se passe là. Si on fait un petit script de tableau. C'est la dernière notion que j'enseigne aujourd'hui. Voilà. L'avant-dernière. L'avant-dernière. Donc là, mon fichier de tableau. Et mon fichier de tableau, donc, ça va être pour venir essayer un petit peu mon truc de loto ici. Si je prends mon loto, et puis que j'essaye d'afficher dans la console, mon loto. Vous allez voir que, il se trouve que vous allez avoir ici... Ah zut. Donc je regarde dans la console. Regardez un petit peu. Ça vous dit quoi, là, quand j'ai fait un console.log du tableau? Ça m'affiche que c'est un tableau de 6 éléments et vous fait la même chose que mon petit dessin. Mais c'est bien sûr mon petit dessin. Il dit, l'indice 0, vous avez 22, l'indice 1, vous allez avoir 31, l'indice 2, vous allez avoir 12, l'indice 3, vous allez avoir 7, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Si je fais un console.log de loto de 1, hop, ça affiche 31 dans ma console. Si je dis, moi, mon loto de 3, par exemple, mon loto de 3, c'est égal à 42, si je fais un console.log de toute ma variable loto, là, après, qui stocke l'intégralité de mes valeurs, vous allez voir que, ici, là, qu'est-ce qui se passe? La valeur 0, 1, 2, 3, la valeur 7, elle a bien été par la valeur 42 que je lui ai mise, quoi. Et si on veut boucler sur tout le tableau, si on veut ce qu'on appelle parcourir le tableau, ce qu'on va pouvoir faire, c'est ça. On va dire, moi, je vais faire quoi? C'est quoi mon point de départ? Mon point de départ, ça va être l'indice 0. Je vais dire, ok. Point de départ, là, si je regarde mon calidro, là, ici, mon point de départ, c'est 0. Et mon objectif, c'est d'arriver à quoi? C'est d'arriver jusqu'à l'indice 5, ici. Voilà. Du coup, moi, ici, je vais faire i inférieur ou égal à 5. Tant que j'arrive pas à 5, je continue.
Et je vais venir ici faire un i égale i plus 1. Je vais montrer un petit peu vite, mais vous voyez ce i égale i plus 1. Ben ça, c'est la même chose que si je faisais un i plus égale 1. C'est une écriture différente, plus simple. Et ça, c'est la même chose que si je faisais i plus plus. Voilà. Je vais le mettre en commentaire d'ailleurs, pour s'en souvenir. Voilà, et bien si je veux afficher chaque valeur de mon tableau à la suite, ben, je vais faire ici un loto de quoi? Loto de i. Faisant ça, ça va afficher chacune de ces valeurs, quoi. Ça affiche quoi? 22, 31, 12, 42, 34 et 68. Oh popo! Ouh! Ok, alors là, maintenant que ça s'est fait, et ben qu'est-ce qui va se passer? Et ben, imaginons que maintenant j'aimerais reprendre ça là et venir le mettre dans mon app.js, cette logique là, cette logique, vous voyez, de tableau là, comment on va fonctionner. Et ben regardez, si on se dit bêtement, ici là, si on prenait mes questions, là ma question, et qu'on venait faire un let question qui est égal à, et puis que je venais prendre mes questions. Ici, question 2 sur 3, et que là après je prends mon autre question. Et ben ici, si je viens mettre ici mon qu'est-ce qui est jaune, bah voilà, maintenant que ça c'est fait, je vais en profiter pour venir des espaces, hein, on peut mettre des espaces, hein. Comme ça c'est un petit peu plus agréable. Ok, là maintenant qu'on a fait ça, bah, qu'est-ce qui va se passer? Et ben moi mon but, ça va être ici là le prompt, on va faire quoi? Bah le prompt, on va demander la question actuelle en fait. On va faire une question de i comme ça. Ah, la première fois que je vais faire ma boucle, alors du coup ça va afficher cette question-là. Et après la prochaine fois que je vais faire ma boucle, ça va afficher cette question-là. Chaque fois quoi, parce que question c'est un tableau et on va venir chaque fois afficher chaque indice, mais sauf que l'indice, vous vous souvenez, hein, le tableau commence à l'indice 0, donc ici on va venir modifier. Et l'ennui ici, c'est que si on fait jusqu'à inférieur ou égal à 3, l'ennui, il y a un petit problème si on reste là-dessus. Et ben le 3, il n'y a pas de valeur là. Là, il n'y a rien là. Donc si on essaye de faire question de 3, et ben il va nous râler dessus le bazar. Et comment on va faire pour éviter? On va s'arranger pour pas faire question de 3. Là, du coup, question de 3, on évite, hein. Là, on évite, ok? Et bah pour éviter, qu'est-ce qu'on va faire? On va s'arranger pour terminer la boucle juste avant. Terminer la boucle juste avant, bah on va se dire, bah ok, on va enlever le égal. Comme ça, au moment où il arrive à 3, non, c'est bon, il se barre là, il fait plus cette boucle, quoi. Je pense que ça reste le mieux. Et ben là, au moins, je sais que je vais faire 0, 1, 2, donc j'ai bien 3 questions. Donc il va faire question de 0, question de 1, question de 2. J'actualise. Et je vais maintenant sur, j'ai oublié encore quelque chose, c'est lié mon fichier app.js parce que j'étais encore sur mon truc de tableau. Et ben ici, là, si j'actualise, vous allez voir que ici, si je fais quel est l'âge du capitaine, et ben si je mets 1, ben, ça va me dire que c'est la bonne réponse. Cool! Tiens, je vais essayer glue là, je vais essayer de mettre 1 aussi là. Comment ça j'ai gagné? Mais c'est pas la bonne réponse. Mince. Bon, Jonathan, j'ai raison, mais il y a un problème là. C'est quoi le problème d'après vous? C'est ça là. Truc là, c'est un petit peu chiant là, mais parce que bah, à chaque fois dans ma boucle, la bonne réponse c'est toujours la même bonne réponse. Comment on pourrait faire pour stocker les bonnes réponses? Voilà, il y en a plusieurs, en gros, avoir plusieurs bonnes réponses. Voilà que la question numéro 1, ça soit ça la bonne réponse. La question numéro 2, ça soit ça la bonne réponse. Question numéro 3, ça soit ça la bonne réponse. Enfin, est-ce que vous avez pas une chouette idée là, à force? On prend un petit tableau, voilà. On fait un petit tableau ici. On va faire un petit tableau et puis on va dire, bah ok, ma première question, bah du coup la bonne réponse c'est la 1. Ma deuxième question, la bonne réponse c'est la 3. Et ma troisième question, la bonne réponse c'est la 1. Comme ça, bah qu'est-ce qui va se passer là? Bah ici, on peut te comparer avec un truc qui s'appelle bonne réponse et qui est toujours la même chose. Bah en fait non, je vais venir comparer ici avec, eh ben, réponse de i. Comme ça, bah qu'est-ce qui va se passer? Eh ben pour ma question numéro 0, eh ben, je vais récupérer une réponse de l'utilisateur et la réponse de l'utilisateur, je vais venir la comparer avec quoi? Avec réponse de 0, qui est la réponse de la première question. Pour question de 1, la question de i, qui prend la deuxième exécution de la boucle, i va être égal à 1, donc on va faire question de 1. Question de 1, c'est ça. Et ben, si je récupère la réponse de l'utilisateur et que je viens comparer cette réponse avec réponse de i qui est toujours égale à 1, donc réponse de 1, je vais venir comparer avec la réponse qui est ici. En fait, j'ai un lien, quoi. Cool. On va venir tenter si ça marche. Hop, j'actualise. Allez, quel est l'âge du capitaine? Eh ben, Panton. Hein?
Cool. Je mets ici 3. J'ai gagné. Yes. Marche. Et là, on a un programme qui est à peu près fonctionnel. Bon, on commence à arriver au bout. Je propose d'afficher le dernier message. Ah, en fait, on va venir ici faire... J'ai juste un message d'alerte à la fin qui dit X réponse sur 3 correct. Alors, comment ça va se passer pour les bonnes réponses déjà? Pour les bonnes réponses, eh ben, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir mettre un compteur. Là, vous voyez qu'au moment où on fait un tas gagné, ce serait bien de faire en sorte de dire, bah, ok, bah, il va y avoir une variable qui va s'augmenter de 1 à chaque fois, quoi. En gros, on va avoir ici, au tout début, on va avoir un compteur bonne réponse, voilà, qui va être égal au début à 0, parce qu'au début, eh ben, 0, pas, au début, j'ai rien, quoi. C'est le vide, hein. J'ai répondu à rien correctement, quoi. Et puis, bah, l'objectif, ça va être de dire, ok, ici, eh ben, si j'ai gagné, bah, je vais venir augmenter le compteur de mes bonnes réponses. Plus 1. Hop. Comme ça, à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? À chaque fois que je vais rentrer dans cette condition, bah, ça veut dire que j'ai gagné, ça veut dire qu'il y a une réponse correcte, et ben, je vais venir augmenter ce compteur de bonnes réponses. Et là, et ben, ici, hop, et ben, ce que je vous propose, donc, et ben, c'est ici, c'est de faire un compteur bonnes réponses, et plus, et puis, là, comme ça, on verra le compteur de bonnes réponses, quoi. On verra cette variable là ici, et ben on va voir l'afficher dans cette chaîne de caractères, on verra bah, le nombre de bonnes réponses correctes. Voyons un petit peu si ça marche. Ici je mets 1, et que je mets là, et que je me plante, là j'ai bien que 2 réponses sur 3 correctes, c'est bon. Si je fais une erreur, et ben j'ai bien 2 réponses sur 3 qui sont correctes, par contre si j'ai bon partout, ça me dit bien 3 réponses sur 3 qui sont correctes. Ok, alors voyez ce 3 là ici. Moi j'aimerais bien que ça s'adapte en fait au nombre de questions là ici, vous voyez. Si je fais un petit console.log de ma variable question, qu'est-ce qui va se passer? Là, vous allez voir que ça m'affiche 3 ici. Vous voyez le 3? C'est le nombre de questions qui me trouve là. Vous voyez le 3 là? Il me voit 3 questions là. J'ai 3 questions. Il me dit, vous voyez, j'ai bien 3 questions quoi. Donc, ces 3 questions, j'ai. Alors, je vais un petit peu, je vais continuer. Et hop. Et vous voyez qu'en fait, ces 3 questions, moi, mais bien mes 3 questions avec leur indice, et puis j'ai un length. Length, c'est la longueur de mon tableau, c'est la taille du tableau. Et ça s'adapte. Ça veut dire que si ici je mets 10 questions, la longueur va s'adapter automatiquement sur cette variable. Ça permet de savoir le nombre de valeurs qu'il y a dans un tableau. Et donc comment on le sait? Bah regardez, je fais ici un console.log de length, et que ce nombre de questions, là je viens l'enlever parce que j'en ai plus besoin. Ça va s'adapter par rapport à mon tableau, là ici. Si je fais juste un console.log de question.length, qu'est-ce qui va se passer? Si je prends ma variable question, là, je la mets au tout début, hop, comme ça. Parce que vous voyez en fait, ce qui se passe, c'est que si je fais ici mes questions, j'aimerais les afficher le nombre de questions. Bah regardez un petit peu, si je fais un question.length ici, ou si je veux afficher la longueur, le nombre d'éléments qu'il y a dans mon tableau là. Bah, regardez un petit peu ce qui se passe. Vous allez avoir quoi? Bah, ça m'affiche bien 3 questions. Ça se met à jour. Et ça veut dire que si j'avais une autre question ici, si j'avais par exemple une quatrième question, hop, imaginons je rajoute une quatrième question ici. Bah regardez un petit peu ce qui se passe. Juste à rajouter l'intitulé d'une quatrième question, ça me fait bien 4 questions seront posées. Ça s'adapte par rapport à la contenu du tableau. Ça c'est cool, hein. Donc question.length. Et bah regardez, ce question.length, on va pouvoir en profiter. Ici dans ma boucle, bah, je vais dire question.length. Voilà, comme ça en fait, ça va venir faire jusqu'à la longueur de mon tableau. Si j'ai 3 éléments, bah, il va aller de 0 à 3 non inclus. Donc ça va faire 0, 1 et 2. Ça va bien afficher les 3 éléments. Et là, bah, du coup, le sur 3, c'est pareil. On va pouvoir faire ici un plus question.length ici. Ça va être cool. Voilà un petit peu comment on peut modifier les choses petit à petit, là. Vous voyez? Et là, bah, du coup, ça marche, quoi. Hop. J'actualise. Vous voyez bien que ça me dit 3 questions seront posées. Si je mets un partout, là, ça me dit bien 2 réponses sur 3 correctes. Il s'adapte à mon contenu de mon tableau, quoi. Qu'est-ce qu'on peut améliorer d'autre avant de terminer? Tiens. Vous voyez que à chaque fois, là, ici, je mets question 1 sur 3, question 2 sur 3. Bah, moi, je vous propose de l'enlever. On va le faire manuellement dans le code, en fait. Question 1 sur 3, 2 sur 3, là. En fait, on va le mettre ici, là. On va s'arranger pour dire d'avoir... moi, je vais l'appeler numéro de question, voilà, je vais l'appeler... ou alors intitulé question. Et l'intitulé de la question, c'est question 1 sur 3, question 2 sur 3. Je ferai ça comme ça, là, ici. Quelque chose, plus, et puis un slash, plus, et puis un autre nombre, quoi. Ça serait bien d'avoir quelque chose comme ça. Et ben ici, on va mettre quoi? Bah, on va mettre question ici i plus, et là, préciser bah, la longueur de mon tableau.
Là, on va tenter quelque chose comme ça. Et moi, je vous propose le intitulé question. Venir questionner, en fait. Je vais venir que. Et bon, en fait, je vais venir afficher la question, le contenu de ma question. Son intitulé, là, comme ça. Là. Comme ça, je sais que je vais avoir question X sur 3, question X genre 2 sur 3, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et après, ça va afficher son contenu, quoi. En faisant ça, là, c'est un petit peu plus sympa parce que vous voyez que vous allez avoir quelque chose qui va s'adapter au nombre, encore une fois, au moins. Comme ça, vous n'êtes plus sur quelque chose de statique. Si vous rajoutez une question, ça va automatiquement s'adapter. Alors, ça a l'air de marcher, hein, mais vous voyez que ça fait question 1 sur 3, 2 sur 3. Ça marche à peu près. C'est juste que l'ennui, c'est que votre compteur, là, il démarre à 0 pour le tableau. On va juste ici faire i plus 1. Voilà. Comme ça, au moins, ça va afficher à chaque fois le compteur 1. Donc, ça va faire question 1 sur 3, 2 sur 3, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Voilà, là, au moins, on a quelque chose qui s'adapte très facilement. Et comme ça, si je me dis, tiens, j'ai une autre idée de question débile. Au moment où je me dis, tiens, je vais ajouter une autre question, je peux aussi faire ici, qu'est-ce qui est jaune et qui attend, et dire, non, je vais venir rectifier, là, le nouveau contenu de cette question, ça va être, ça fait quoi 1 plus 1 ça fait 2, ça fait 3, ça fait 11, ça c'est beau. D'ailleurs, je vais même le mettre en réponse 2, tiens. Citons notre grand philosophe qui est Jean-Claude Van Damme. Voilà. 2, 11, et puis voilà, là on va mettre une autre valeur. Donc 3, voilà. Donc ça fait quoi 1 plus 1 imaginons la bonne valeur, la bonne réponse, c'est 2. Et ici on dit quoi la bonne réponse c'est 2. Du coup je vais arriver à ma quatrième question. Je vais venir mettre la valeur 2. Comme ça je sais que ça et ça va être lié. Regardez ce qui se passe, c'est que automatiquement si j'adapte, 4 questions seront posées, ok. Quel est l'âge du capitaine 42? Quelle est la différence entre un pigeon? Ici je vais mettre c'est la longueur des pattes. Qu'est-ce qui est jaune et qui attend? Tiens, un coup, un citron pressé, je sais que je vais perdre. Hein. Et ça fait quoi 1 plus 1? Vous voyez, question 4 sur 4, tout s'adapte. Et si je mets 2 ici, vous voyez que j'ai bien 3 réponses sur 4 correctes parce que je m'étais planté sur jaune et qui attend. Ah! Mais n'empêche que ça fonctionne. Et voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour de ce que je voulais vous montrer. Alors, je voulais encore vous montrer des fonctions. Je peux peut-être vous faire juste une petite introduction sur les fonctions. Alors, fonctions. Imaginons que vous savez, je veux faire un certain nombre de choses plusieurs fois. Donc, on a vu les boucles. En fait, vous voyez, moi, j'aimerais par exemple ici compter jusqu'à 3. Ici, j'aimerais compter jusqu'à 10. Ici, j'aimerais compter jusqu'à 20. Qu'est-ce qui va se passer? On pourrait raisonner comme ça, en faisant un let i égale 1, on continue jusqu'à 3, et puis je fais un console.log de i, et puis après, hop, je refais la même chose, et cette fois, je vais jusqu'à 10, et puis après, je refais la même chose, et cette fois, je vais jusqu'à 20. Bon, ça refait de la répétition, là. Ça refait de la répétition. Comment on peut éliminer ça? Parce qu'on fait toujours le même code, là. On compte jusqu'à un truc, de 1 jusqu'à quelque chose. Vous voyez qu'à chaque fois, on fait la même chose. À chaque fois, on compte de 1 jusqu'à une donnée. Et ça serait bien de pouvoir faire du style, compter jusqu'à. Compter jusqu'à et dire, moi, 10. Et après, j'aimerais refaire un truc du style, moi cette fois, j'aimerais compter jusqu'à 3 ici. Voilà. Et après, j'aimerais refaire la même chose et compter jusqu'à 20. Vous voyez, en fait, j'aimerais ne pas avoir à répéter ce code-là à chaque fois. Vous voyez, ne pas avoir à l'écrire moi-même. En sorte d'avoir, vous savez, un genre de paramètre de données qui vient adapter. Ouais. Vous voyez, faire en sorte que ce code-là, en fait, à chaque fois qu'on vient, un petit peu comme faire ce genre de choses-là, c'est un petit. Moi, j'ai envie que ça se remplace par ça, en fait. Vous voyez, moi, j'aimerais que dès que la machine voit ça, elle remplace par ça. J'aimerais que dès que la machine voit, par exemple, 20, là, vous voyez, dès qu'elle voit ça, là, hop, imaginons j'ai 10, mais imaginons que plus large, ça, là, compter jusqu'à, je mets ici 20, j'aimerais bien qu'à la place, il se passe ça, là. En fait, la machine comprend qu'elle doit remplacer par un autre bout de code. Cet autre bout de code, c'est ça, là, vous voyez, où il a adapté ce paramètre, là, ici. Qu'en gros, dès qu'on vient préciser une donnée, ça va venir modifier notre code un petit peu, mais ça va venir réutiliser le même code avec une donnée différente. Ça, c'est ce qu'on appelle une fonction. Voilà. Donc les fonctions, encore une fois, c'est quoi? C'est de l'algorithmique. Vous avez les fonctions. Et les fonctions, c'est quoi l'intérêt? L'intérêt d'une fonction, ça va être de répéter un code. Voilà, répéter un bout de code, mais en s'arrangeant pour
avoir quand même un résultat différent. Ça veut dire qu'on veut répéter un même bout de code, mais en s'arrangeant pour avoir un résultat potentiellement différent. Voilà. Ça veut dire qu'on peut, on peut afficher 10 fois, par exemple, bonjour, bonjour, bonjour. Tellement possible d'avoir une fonction qu'on fait qui s'appelle bonjour. Et à chaque fois qu'elle serait dans notre code, et la machine elle va comprendre ici que, par exemple, si ici j'avais une fonction qui s'appelle bonjour, là ici, vous voyez que les parenthèses, ça te permet de comprendre que c'est une fonction. Si là-dedans j'ai un console.log coucou, qu'est-ce qui va se passer? À chaque fois qu'il va voir bonjour, il va venir à la place faire coucou. Et après il va voir un autre bonjour, coucou. Et après il va voir un autre bonjour, coucou. Mais imaginons que j'aimerais dire bonjour en rajoutant une petite formule de politesse, quoi. Par exemple ici, bonjour monsieur, bonjour madame, bonjour mademoiselle. Voilà, et c'est totalement possible. En faisant ça, là, on va pouvoir s'arranger là dans notre fonction pour pouvoir transmettre cette donnée et réexécuter la même chose, mais avec un résultat potentiellement différent, parce que ça, on va pouvoir le transmettre à une variable qui appartiendra à ma fonction et qui récupérera ces données pour en faire quelque chose. Comme par exemple, je sais pas moi, ici le genre, quoi. Et donc si je fais un console.log ici du genre coucou plus genre, et qu'est-ce qui va se passer? Ça va afficher un bonjour coucou monsieur, puis après ça va faire la même fonction bonjour madame, mais du coup le madame va venir se mettre dans le genre et ça va faire coucou madame, puis après coucou mademoiselle et ainsi de suite. Est-ce que vous comprenez le délire? Eh ben on va pouvoir faire la même chose ici là, on va venir créer cette fonction. On va venir créer cette fonction compter jusqu'à qui va venir à la place exécuter ça et en modifiant la valeur ici là. Comment ça va se passer? Pour déclarer une fonction, on va faire un function ici. Et on va faire un function compter jusqu'à. Voilà, voyez ce truc là ici. Ça, c'est ce qu'on appelle l'appel. Voilà. Ça, c'est l'appel d'une fonction. Et ce qu'on va pouvoir faire, c'est que donc on va pouvoir transmettre un paramètre. Et ce paramètre, on peut lui donner un nom de variable, comme par exemple ici, c'est un nombre, quoi. Et voyez qu'en faisant ça, dans les accolades, tout ce qui va être dans les accolades, ça va être le bout de code qui va s'exécuter à chaque fois que je vais appeler cette fonction. Que cette fonction, c'est une déclaration. Vous voyez, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'au moment où le JavaScript il va venir charger votre script, il va voir la fonction là, et puis ce qu'il va faire, c'est qu'il va le mettre quelque part en mémoire, de côté, prêt à utilisation, mais pour l'instant, là, il va rien faire, en fait. Vous voyez, il tombe là-dessus, là. Au moment, en fait, où il voit la fonction, il comprend, hop, je prends de côté, je mets, là, puis j'exécute le script, mais un petit peu comme si la fonction, elle était quelque part cachée, et elle va se dévoiler, elle va se lancer uniquement au moment où je vais l'appeler, là. Et c'est ça, cet appel. Alors que ça, là, quand on vient préciser le mot-clé function, c'est la déclaration, quoi. Et si ici je viens faire un for let i égale 1, puisque i inférieur ou égal à nb, i++, et puis qu'ici je fais un console.log de nb, et qu'est-ce qui va se passer? Tiens, on va tenter un petit peu dans mon, comment dire, dans mon programme, là, vous voyez, là. Hop, je vais venir fermer et recharger la page. Et là, regardez bien, dans la console, je vois bien que ça m'a affiché 10 x 10, parce que c'est pas le nombre que je dois afficher, c'est i, je suis bête. Regardez ce qui se passe. J'ai bien mon compteur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cool. Et vous voyez bien que ma fonction, si je ne l'appelle pas, il ne se passe rien. Et le truc, c'est qu'à chaque fois que je vais venir appeler ma fonction, le même bout de code va venir être exécuté. Vous voyez, ça fait de 1 jusqu'à 10, de 1 jusqu'à 10, puis de 1 jusqu'à 10, et ainsi de suite. Et tutti quanti. Voilà. Et là, si je modifie mon 10 en 20, et là, la donnée, si je donne 3, là, qu'est-ce qui va se passer? La première fois, je vais avoir un truc qui va faire de 1 jusqu'à 10. Deuxième exécution de la fonction, de 1 jusqu'à 20. Et troisième exécution de la fonction, de 1 jusqu'à 3, quoi. Et regardons dans notre app.js, là, si on vient formaliser notre 54321, là, ici, là. Si notre 54321, là, ce bout de code, on venait le mettre dans une fonction, là, comme ça. Hop, ici, là. Si cette fonction, je l'appelle top départ, ici. Voilà. Et que je vais mettre le nombre ici. Et que le nombre, là, du coup, je vais venir le remplacer, là. Du coup, j'aimerais bien démarrer d'un nombre, genre 5 ou 10, peu importe. Et que vous voyez que je fais ça, là. Si je fais ça. Et puis que je viens, là, ici, faire un top départ de, par exemple, de 10. Il y a un autre top départ de, par exemple, de 5, tiens, pour tenter. Qu'est-ce qui va se passer dans mon programme? Et là, on aura vu à peu près tout ce que je voulais vous montrer. Ça va faire 4 questions seront posées. Regardez, ça m'a fait un décompte de 10 jusqu'à un petit peu.
Puis après, ça a réexécuté le même programme, ça refait la même fonction, ça refait le même bout de code, sauf que cette fois, ben, vu que j'ai transmis 5, 5 s'est mis dans NB, et du coup, ça affiche les nombres de 5 jusqu'à 1. Et à la fin, le feu. Et là, c'est tout pour moi. J'ai fini pour aujourd'hui. N'oubliez pas que vous avez un site web qui s'appelle le Village du Code, et puis vous avez des lives. Donc vous voyez que bah, là, il y a actuellement notre live actuel qui est ici, qui est présent. Mais il s'avère que lorsque... Là, on n'a pas fini du tout, hein, on n'est pas arrivé sur notre objectif de maquette. Là, vous voyez, notre maquette, elle ressemble, elle est un peu plus belle, et elle va un peu plus loin, ça sera dans notre page et tout ça. Vous voyez que bah, ça, c'est une question de prochain live. Le prochain live, on va voir comment améliorer encore le code avec ce qu'on appelle l'orienté objet, parce que le JavaScript, c'est de l'orienté objet. Puis après, on va voir un petit peu encore comment l'améliorer en passant cette fois à l'HTML, en ayant le DOM, quoi. Et ça, donc, c'est la semaine prochaine, le 29 avril à 14h30. Voilà. Allez, des bisous, à bientôt.